Je pense, avant de vous présenter, on peut partir ça un peu en présentant le projet. Là. On veut que ce soit le premier épisode, cet épisode-là. On a parti Empire 47 podcast là, vraiment pour rencontrer des gens, jaser de vélo, toutes sortes de gens. Là, on va rester dans le vélo de montagne. On va aller un peu plus loin que juste le vélo. Là, on va quand même ratisser quand même un peu plus large. Mais c'est vraiment, là, puis oui, on le part au nom d'Empire 47 parce qu'on est cofondateur. J'expliquerai après, mais on ne parlera pas d'Empire 47 pendant 24 épisodes. Là, de temps en temps, on va en parler, là, mais le but, c'est vraiment de jaser de vélo de montagne. Puis, question de se présenter, vas-y donc en premier. Toi. Dans le fond, Gabriel Marceau. En ce moment, je suis le directeur aux opérations chez Empire 47. Comme Julien disait, là, depuis les tout débuts, ça a été longtemps, c'est une job à temps partiel, comme je mentionnais plus tôt là ensemble. C'est devenu tellement gros à un moment donné que mon rôle était pertinent à temps plein. Je suis rentré à temps plein. Officiellement, ça va faire 1 an bientôt. Là. Mais quand même, ça faisait 6 ans, c'était rendu un emploi à temps partiel assez demandant. Qu'il était temps que je fasse un move, là-dessus. Non, c'est vraiment ça dans mon cas. Ouais. Moi, Julien Marceau, moi, ça va faire 25 ans l'année prochaine, je fais de la compétition de cross-country. Moi, je suis vraiment dans le monde du cross-country. Wow. Puis on a, bénévolement, on a fondé, on n'était pas tout seul, on était 4-5, mais on a fondé 47 parce que il n'y avait pas de sentier à Stoneham. Stoneham a beau être dans la nature, proche du lac Beauport, tout ça, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, on a eu la chance de travailler avec des gens pour aller piocher dans le bois bénévolement puis créer des sentiers. On n'avait pas l'impression que 10 ans plus tard, ça serait rendu gros comme bien ça. Sûr, au début. Exact. Puis les deux, on est encore membres du conseil d'administration. Moi, je suis là depuis les débuts. Là. Je suis parti quelques années quand j'ai eu ma fille, mais moi, c'est 100% bénévole. Le podcast, c'est bénévole. Mon implication dans le 47, c'est bénévole. Là. Moi, j'ai un emploi ailleurs. C'est un peu ça. Une différence d'âge entre vous deux, avec quoi? 37 ans. C'était à nous de poser des questions. 3 ans de différence entre les deux. Ouais, d'accord. 37 puis 40, c'est moi le plus vieux. Mais c'est cool de vous voir les deux frères qui œuvrent dans le vélo de montagne à votre manière. Ouais. Toi en développant, puis toi en courant, puis en t'impliquant, en donnant du temps, c'est vraiment cool. Toujours été pas mal impliqués. On était entraîneurs pendant plusieurs années. On a même coaché ensemble. On a coaché ensemble. On a connu le même parcours longtemps. Courir. J'ai fait de la course en cross aussi plusieurs années. Fait qu'on a connu ce même parcours-là de compétition, d'entraîneur avec Sobo Génétique, de relais dans le temps. Boom, ski vélo. C'est un gros club, votre club. C'était un gros club. Oui. C'est un des plus gros au Québec, je pense, pendant un bout de temps, me semble. Oui. Si je me trompe pas, là... Encore aujourd'hui, je ne le sais pas, mais pas loin. Il y a eu il y a des gros groupes récréatifs aussi aujourd'hui, mais d'après moi, ce club-là, on est encore très proche de cette gang-là, mais je ne sais pas à quel point... Exactement. Vous ne vouliez pas être facile à suivre en vélo. Par votre physique, là. Vous êtes des bons athlètes. Oui, on se débrouille bien, Gabriel. Lui, je suis plus capable de le suivre dans les descentes. Jeff, pas facile à suivre, je suis sûr. On s'est connus, Jeff, puis on va justement embarquer sur vous deux, là, mais je pense qu'on s'est connus dans le monde de la course, ou à peu près. Puis on voulait commencer le premier épisode comme ça, un peu avec parler un peu de l'histoire du vélo de montagne. Fait que, premièrement, moi, je commencerai par vous présenter un après l'autre pour y prendre quelques minutes. Patrice Drouin. Puis en premier, merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue, ça fait plaisir vraiment de vous avoir. L'invitation était... très intéressante. Je trouve que c'est le fun de ce que vous faites. Puis je vais en savoir plus tout au cours de notre discussion, puis en regardant l'émission et la série que vous allez faire. Mais c'est ça. Moi, je suis actuellement propriétaire de l'auberge où on se trouve, Auberge et Campagne. Donc, une petite auberge au cœur de Saint-Fériol, avec une clientèle très plein air qui vient vraiment se reposer ici pour après avoir joué dehors ou aller jouer dehors avant de jouer dehors. Donc, on a vraiment une clientèle très, très plein air. Et puis, mon passé dans le vélo de montagne remonte à assez loin, fin des années 70, début 80, dans l'Ouest. Alors, de là, il y a toute une histoire que je vais vous raconter en compagnie de Jeff, Jean-François, qui va me donner un point de vue autrement. Mais c'est ça, aujourd'hui, je suis à Saint-Fériol, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle toujours Gestev, alors gestion d'événements en 92, une compagnie spécialisée dans l'événementiel. Nos premiers événements, c'était vraiment le vélo de montagne, donc
fait des compétitions de Coupe du Monde, Championnat du Monde à travers la planète. On a été dans plusieurs pays. Mais notre hub était à Mont-Sainte-Anne, ce qui explique où je suis aujourd'hui. Je viens d'ici, la région. J'ai grandi pas mal au Mont-Sainte-Anne aussi. Et puis, je m'y suis installé. Et puis, les compétitions qu'on a organisées ont commencé de très, très petites jusqu'aux plus grosses compétitions. Alors, le Vélirium, c'est notre création. Puis, dans mon entreprise, bien, le vélo de montagne a été vraiment le premier jalon de l'entreprise. C'est ce qui nous a permis de nous lancer en business. Et on a monté une entreprise d'une centaine d'employés dans l'événementiel avec des spectacles, des concerts, des événements de Red Bull Crash Test, de snowboard, jamboree dans le Vieux-Québec. Alors, on a monté une grande entreprise, mais le début de tout ça, c'est vraiment le vélo de montagne. Alors, on a été vraiment choyés d'être dans ce sport-là dès le début pour pouvoir le mener le plus loin qu'on puisse le mener jusqu'à l'événement qui est ici au Mont-Sainte-Anne. Alors, il y a plein d'autres choses qui se sont passées là, à travers les 30-40 dernières années qu'on va vous expliquer. Et voilà. Jeff Boisseau. Oui, Jeff Boisseau, bonsoir. Passionné de vélo de montagne, un peu beaucoup grâce à Patrice, parce que j'ai découvert le vélo de montagne chez lui. Il va vous en parler un peu tout à l'heure du commerce qu'il avait et puis de la suite de tout ça. Ça m'a vraiment été le coup de foudre dès le premier coup de pédale avec ces machines-là. Un peu le motocross, mais on pouvait se dépenser. Comme j'ai beaucoup d'énergie, ça me reflétait. Et puis, avec les années, avec les décennies, toucher un peu de tout, la descente, les courses de cross-country un peu partout au Québec, avec des amis qu'on s'est fait avec le temps. Alors voilà, c'est une passion que je continue. Jeff qui donne du temps chez nous depuis plusieurs années aussi déjà. Oui, OK. Toujours impliqué. Toujours impliqué. Ça doit de remonter de l'autre, qu'on se connaît. Je cherchais ça en venant tantôt. Puis, on a jasé un petit peu tout à l'heure, la première trail que vous avez ouverte, j'étais là pour donner un coup de main. Ça va être là qu'on s'est rencontrés. À force d'en avoir fait beaucoup, maintenant, j'ai l'impression que je veux redonner aux autres. Ça fait que patrouiller ou guider dans des groupes, que ce soit du vélo de route ou du vélo de montagne. Moi, je me souviens de ma rencontre avec Jeff très bien, dans mon petit commerce sur la rue Saint-Paul. Ben oui, c'est vrai, c'était des belles années, là. On est dans 83, j'ouvre un commerce sur la rue Saint-Paul. On vendait du vélo de montagne, des vélos de montagne, mais des vélos, on était comme... J'avais des liens avec les Américains, donc Tom Ritchie, Gary Fisher, Steve Potts, la gang qui devenait WTB. Rocky Mountain. Puis... Mais t'es arrivé de l'Ouest canadien, t'as amené ça, à Québec. J'étais à Whistler, je travaillais dans le ski. Et puis, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un apparaître dans le village, au village de Whistler, qui est en 79-80. C'était un petit village. Blackcomb n'existait pas. C'était un petit village. Mais dans le petit square, il arrive un gars tranquillement en vélo de montagne avec un Nakamura ou je sais pas trop quoi, là, quelque chose de même. Il arrive avec ça, je regarde ça, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Probablement la même affaire que Jeff qui lui est arrivé quand j'ai présenté ça. Oui, j'étais allé arrêter le gars, les deux jambes à chaque barre puis les mains sur le guidon. Là, j'ai dit, tu m'expliques un petit peu où tu as trouvé ça, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, où tu vas rouler. C'était comme, wow, attends un peu, il se passe de quoi, j'aime ça, ce que je vois là. Fait qu'il me dit, j'ai acheté ça chez Robson Cycle. 2-3 jours après, j'étais à Robson Cycle à Vancouver. Descendu sur le pouce, je ne voulais pas de tout. Descendu sur le pouce à Vancouver, j'étais allé à Robson Cycle, j'étais allé voir ce qui se passe. Là, j'ai rencontré quelques gars là-bas là, qui étaient cool au bout, là, qui roulaient à vélo de montagne à bloc. Là. C'était parti, eux autres. Là. Ça marchait. Là. Mais eux, ils étaient connectés directement avec les Californiens qui fabriquaient les premiers là, artisans de Rocky Mountain. Alors, la niche était chez Robson Cycle. Alors, je suis tombé directement dans le jackpot. Fait que là, je suis revenu à Whistler, j'étais pas né. Là, j'ai dit, bon, il faut que je m'achète un vélo de montagne. Ce que j'ai fait. Rencontrer plein de monde, rouler avec les gens là-bas. Puis, rouler régulièrement, là, à un moment donné, avec plusieurs personnes. Puis, il m'est venu un flash à un moment donné, de dire, je suis à Whistler, mais à Québec, qu'est-ce qui se passe à Québec dans le vélo de montagne? J'étais loin de chez nous, là.
Fait que j'ai pris un vol d'avion, je suis revenu, puis je suis allé voir les shops de bike à Montréal, à Québec, puis il n'y a personne qui parlait de vélo de montagne. Il n'y en avait pas, puis il n'y a personne qui en parlait. Je posais des questions, puis il n'y avait pas d'intérêt du tout. Alors, je suis retourné à Vancouver, puis là, j'ai dit, bon, je pense que je vais aller développer ça au Québec. Là, cette histoire-là de vélo de montagne, il y a tellement à faire. Mais avant de partir... Tu étais de la côte aussi, toi. Tu étais du quartier. Oui, c'est ça. J'étais à l'Ange-Gardien. Je vivais à l'Ange-Gardien, puis j'étais sur la côte de Beaupré, donc le Mont-Sainte-Anne. J'étais déjà employé. J'avais travaillé au Mont-Sainte-Anne déjà, dans les pistes, tout ça. Fait que j'avais une bonne connaissance du coin. Donc, quand je suis revenu ici, c'était pour ouvrir un commerce, pour faire connaître ce sport-là, puis vendre les vélos avec les liens que j'avais avec les Californiens puis les gens de Rocky Mountain. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans de temps avec, ça s'appelait Vélo Caméléon. Pour m'apercevoir que j'étais pas vraiment un gars de détail, de vente de détails. J'étais plus dans, d'être en arrière d'un comptoir, vendre des vélos, expliquer toujours la même affaire, parce que c'était ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, où on va, y a-tu des trails, ça marche comment, c'est quoi les vitesses, parce que c'était nouveau, là, les 3 plateaux en avant, multiples développements, les guidons droits, les freins cantileviers, c'était complètement un autre bébite. Mais le vélo de montagne de ce temps-là, c'était ça. Là. Dans le sens, c'était pas la différence entre la route et la montagne d'aujourd'hui. Pas de suspension. Zéro. Là. C'était des pneus plus larges, des freins. Puis des vitesses multiples avec des freinages différents. Mais c'était en pleine évolution. Là. À chaque mois, les Américains sortaient des nouvelles affaires. Puis heureusement, j'étais bien connecté avec eux. Fait que je recevais toujours les affaires qui venaient de sortir. Fait que pour des gens comme Jean-François, qui était très, très motivé, qui était intéressé par tout ce qui arrivait dans le commerce. Il était toujours, de visite quotidienne quasiment au commerce. Hein? Presque. Oui. Avec des petites parties d'hacky-sac dans la ruelle en arrière. Puis des sorties à vélo aussi. Mais c'est bon le point que tu amènes, que c'était vraiment comme un vélo de route avec des vitesses. Puis on n'avait pas les vitesses indexées. Il y avait 2-3 choix de pneus, pas de suspension. On n'avait pas d'un sentier qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de. On viendra au sentier peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai, c'était vraiment rudimentaire comme bike, mais c'était innovateur. C'était nouveau. Là. Puis ça a frappé la curiosité de bien des gens là, de Québec que j'ai connus dans mon commerce, qui sont devenus mes amis, mes meilleurs amis. À part une vie antérieure avant le vélo de montagne, il y a quand même beaucoup de monde que j'ai rencontré via le sport du vélo de montagne dans ce petit commerce-là sur la rue Saint-Paul. Puis, alors, j'ai connu Jeff là avec plusieurs de ses amis. Il amenait du monde, lui. Tu sais, Jeff, c'était un bon diffuseur. Je roulais, je rencontrais des gens. Hey, il y a une shop en bas, viens, on va réparer ton vélo. Ou, viens essayer ça, parce que Patrice faisait de la location. Et moi, c'est comme ça que ça m'a attiré le premier jour où il faisait de la location. Puis il dit, si tu veux, on peut soustraire le prix de la location que tu as faite sur l'achat d'un vélo. Mais quand je suis revenu, j'avais la piqûre 100 000 à l'heure. Puis c'est comme ça que c'est parti. Oui. Puis. Tu parlais des gens aussi. Puis c'est allé chercher des gens d'un peu de tous les milieux. Il y avait des skieurs alpins, des gens de kayak. Vélo de route. Du monde de vélo de route qui embarquait sur les vélos de montagne parce que les autres, ils pédalaient, mais là, ils voyaient. Il y en a quelques-uns qui cliquaient sur hey, ça, là, je peux aller faire quelque chose de vraiment trippant. Je peux aller faire de la distance en forêt. Puis on a gagné beaucoup de monde. On a eu. C'était quand même une étape intéressante, ce bout-là. Et après ça, il y a une curiosité, moi, à un moment donné. J'envoyais du monde dans la forêt, un peu partout, mais il n'y avait pas de sentier. Il n'y avait pas de E47, pas de Mont-Sainte-Anne, de sentier du Moulin. Il n'y avait rien de ça. Là. Il y avait des sentiers de ski de fond, des sentiers de marcheurs. C'était ça, là. Puis des pistes de ski alpin. Puis il y avait des parcs. Fait que là, je trouvais que c'était embêtant d'envoyer le monde un peu partout. Je leur vendais des vélos, puis je leur disais, Mont-Sainte-Anne, tu peux aller faire cette piste-là. Là. Je leur faisais un petit dessin. Puis ça, je trouvais que l'autre côté du comptoir, là, le développement du sport était pas là du tout. Il y avait rien. Pas de compétition, pas de sentier, pas de signalisation, rien. Alors, j'ai opté, moi, pour organiser le sport plutôt que de vendre des vélos, parce que là, après ça, après 2 ans, là, déjà, ça commençait à popper un peu partout. Là. Les vélos de montagne rentraient dans le commerce. Les grands détaillants de vélos de partout, là, ils entraient des lignes de vélos de montagne, puis... Il y avait un intérêt tout à coup. Alors, moi, je trouvais que l'intérêt... J'avais fait mon bout de chemin du côté détail. J'ai trouvé que mon rôle était plus de l'autre bord, de vouloir l'organiser, le sport, puis
faire profiter le plus possible Ça, c'est les utilisateurs. c'est après 2-3 ans 2 ans. d'opération, Ouais. 2 ans d'opération Le de ton commerce, magasin. ouais. Ouais, sur la rue Saint-Paul. Il y avait Québec 84 aussi qui avait été une... Vous vous souvenez, les grands voiliers? J'avais 1 an. Ouais. J'étais pas né. Oui. Ouais. OK. Mais Ben, les Québec grands voiliers, ça 84, me dit de quoi, bon, les même? grands voiliers, c'était un événement qui avait lieu à Québec, qui était supposément un événement énorme, là, gigantesque, qui m'a motivé à m'installer un peu dans le Vieux-Port pour être plus proche de l'affluence, puis faire connaître. Alors, c'était pas un mauvais choix, sauf que l'événement n'a pas été à la hauteur de ce qui était prévu. Donc, bon, ça a fait pareil, tu sais. On a réussi quand même à contaminer plein de monde avec le sport du vélo de montagne. Puis de là, après ça, moi, quand je dirais, sauter l'autre bord du comptoir pour aller organiser le sport, c'est là que j'ai créé une fédération, ça s'appelait l'Association québécoise du vélo de montagne en 85, AQVM. 84. AQVM. J'ai créé cette association-là avec un membership. Tu sais, j'ai quand même regardé ce que les Américains faisaient, ce que d'autres faisaient, d'autres sports faisaient, comme le ski de fond, notamment. J'étais beaucoup inspiré sur comment le ski de fond était structuré. C'était un sport qui roulait, tu sais, puis qui avait plein de compétitions. Puis je voyais des similitudes entre le cross-country, vélo, cross-country, ski de fond. Alors, je me suis basé sur des expériences déjà vécues pour structurer au Québec un sport nouveau. Donc, FQSC, ça existait-tu dans ces années-là ou ça un existait, équivalent? ça existait pour la OK. route, le OK. BMX, pas le vélo de montagne. Donc, on a eu une fédération indépendante pendant 5 ans. Et puis, on l'a développé au point de créer d'abord des premières courses. Puis après ça, un circuit de course, des clubs, un membership. Et puis... Circuit de course au Québec. Au Québec. Circuit de course au Québec. Alors, lorsque j'ai transféré le sport à la Fédération québécoise, FQSC, on avait une trentaine de clubs, 1800 membres, une trentaine de courses au Québec, dans à peu près toutes les régions, sauf on n'était pas trop dans l'Est et dans le Nord, comme Saguenay puis la Côte-Nord, mais on était jusqu'à Hull, puis Rigaud, puis Bromont, Tremblant, puis Trois-Rivières, les Saint-Quentin, Saint-Jean-de-Mata, tout ça, on était là. On couvrait tout ce territoire-là. Puis, ce qui était bien important pour moi, puis pour avoir vécu que je vendais des vélos, puis les gens s'en allaient un peu partout, puis ils ne savaient pas trop comment faire, je trouvais que le sport devait se développer autant du côté récréatif que compétitif. Donc, la fédération, l'Association québécoise du vélo de montagne, c'était le volet compétitif, le volet récréatif. Puis le volet récréatif, c'était la formation de guide en vélo de montagne, puis... tu peux en parler un peu, Jeff, de guide en vélo de montagne, c'était une formation. Tu nous avais branché sur un type qui s'appelait M. Winston. Et je trouvais ça intéressant de s'en aller. On est allé du côté du Parc des Grands Jardins, puis on allait faire du vélo avec notre tente, puis un peu de survie en forêt, qu'est-ce qu'on peut manger, comment on met une tente en cas d'urgence. Puis on a eu une fin de semaine de pluie incroyable. Alors, c'était vraiment la survie. C'était un vrai test. Parce que l'idée de ça était de pas juste développer le côté compétitif, mais récréatif. Ouais. Amener des gens en forêt. C'est agréable quand tu arrives dans un centre, puis quelqu'un connaît la place, ou tu as un chum, tu vas à Hall, puis tu dis « Ah, regarde, viens rouler avec moi », puis tu regardes pas la carte tout le temps, puis tu te promènes, tu n'arrêtes pas tout le temps. Avec une formation en premiers soins, on avait de l'orienteering. C'était complet comme... C'était complet, c'est ça. Et tu as eu la formation de guide, et t'es guide officiellement des années 80. Je suis certain que tu sers encore de guide souvent en vélo. Je suis certain que tu amènes des gens en forêt. En montagne, en forêt, sur la route aussi, là, au printemps, des camps printaniers. C'est centrifuge que tu fais, je pense. Centrifuge, oui, ça va être mon 13e printemps. Mais c'était important, dans le début du sport, de prendre les deux volets. Parce que le sport était tellement nouveau. Ceux qui se procuraient des vélos de montagne, c'était pas tous des Jeff, puis des Pierre Hervé, puis des athlètes, athlètes physiques. C'était beaucoup de gens qui voulaient explorer, puis essayer ça, puis avoir du plaisir. Sauf que le vélo de montagne, on s'entend qu'au début, beaucoup de monde trouve que la technique de changer de vitesse, puis de franchir un obstacle, puis de se trouver en forêt, puis d'essayer de s'orienter, c'est un obstacle. Ça, là, c'est pas tout le monde qui a adhéré au sport pour ces raisons-là.
Ils sont achetés des vélos, puis ils ont viré de bord. Ils trouvaient ça plus simple d'aller sur la route. Mais nous, on avait un défi. Il fallait habituer les gens à être à l'aise en forêt, à être à l'aise avec leur vélo. Fait qu'on donnait des cours. Fait qu'on avait un site d'enseignement ici au Mont-Saint-Anne où on enseignait le pilotage. Puis on avait un site obstacle, puis c'était pour l'initiation, les plus avancés. Puis à un moment donné, quand tout le monde était prêt, là, on partait en sentier. Puis là, des fois, là, on trouvait quelqu'un qui était vraiment habile, puis qui savait quand il avait catché le changement de vitesse. Puis, alors, je trouvais que c'était vraiment important d'avoir les deux volets. Puis on a développé les deux volets de front, jusqu'à temps qu'on transfère tout ça à la fédération. Puis quand je dis on, c'est que j'étais pas seul. J'avais quand même un groupe d'amis qui étaient avec moi. Jean Rouleau, Geneviève, Denis Blouin, Simon Cloutier, mes amis qui étaient autour de moi proches. On a développé quand même un circuit de course. Puis un circuit de course, ça se fait pas tout seul. Fallait inventer des règles ou adapter des règles, former des officiels. Tout ce que vous avez fait quand vous avez couru, vous deux, là, ben, ça part de chez nous quand on a commencé. Tracer un parcours. Oui, tracer un parcours, les niveaux de difficulté, les catégories. Puis des événements différents dans un même week-end. Ouais. Là, si je prends le volet compétitif, parce que moi, je l'ai fait longtemps, là, on avait des événements le samedi, puis on avait d'autres événements le dimanche. Oui. Fait qu'on a eu, puis les disciplines, cross-country, le montée-descente, le slalom, c'est nos disciplines, ça, là. Attends, il faut précise montée-descente. C'est parce que moi, j'ai fait de la course longtemps. Ah, ouais. La montée est un chrono d'en bas jusqu'au haut, et le chrono repartait du haut vers le bas. Tu n'avais pas des coudes et tout, là. On descendait parfois des pistes de ski alpin, ou souvent des chemins d'accès en gravel. Plus tard, on a eu des petites portions en descente où on rentrait un peu dans le bois, mais il faut parler des sentiers. Ça a évolué. Là. C'est ce qu'Éric Boudreau, la semaine passée, on en a fait un avec Éric. Puis on dirait que tu faisais de la descente ou du cross-country, mais il dit, on faisait les deux. Ben oui, on faisait tout. C'est vrai, ça. Ben oui, absolument. C'était ça. Montée, descente. Et Jeff l'a bien expliqué, c'était quoi, mais c'était quand même... On avait du plaisir à le faire moi-même. J'en ai fait des courses de montée-descente quand c'était pas moi qui les organisais. Là. Puis... monter, tu sais, t'arrives en haut, puis t'arrêtes pas, tu mets pas le pied à terre pour souffler, là. Tu repars en descendant tout de suite, tu fais juste... hey. Moi, j'ai fait Monte-le-Mont quelques fois ici. Ça a été jusqu'au milieu des années 2000, là, je me souviens. Là, puis c'était ça, mais là, on s'entend qu'on est vraiment plus loin. Mais c'était chemin d'accès jusqu'en haut, puis grisante pour redescendre, mais tout était chronométré. Là. C'était Monte-le-Mont, mais descend aussi. Oui, c'est ça. Ben ça, c'était Monte-descend qu'on a fait avec Red Bull, je pense. C'était un événement comme ça parce qu'on l'a ramené sur... le monde descend, oui. Dans le programme de la Coupe du Monde, on a fait ça deux fois, je pense. Oui. Il y avait à Tremblant aussi, je pense. Hein? C'est la même affaire. Moi, je l'ai fait en événement régional aussi, je me rappelle. Puis c'était organisé Vélirium dans ces années-là. Duathlon aussi, course à pied et vélo de montagne. Ben, moi, j'ai participé une fois. La première course au Mont-Saint-Anne qu'on a fait, j'ai l'affiche, je vous la montrerai tantôt, c'est un biathlon. C'était pas juste une course de vélo, c'était une course à pied et de vélo de montagne. Fait que ça s'appelait le biathlon Coupe Château-Mont-Saint-Anne. Et puis, ça a duré quand même longtemps. Puis là, à un moment donné, on a fait juste du vélo de montagne. Fin des années 80, ça? Début des années 80. Début des années 80. Oui, on était 84. OK, quand même. 84, 85, là. Ça a été vite après ça, parce que là, le circuit s'est développé au Québec. Puis quand la Fédération québécoise ont pris ce qu'on avait développé en main, c'était en 98, je crois, en 88, là, le volet récréatif a pris un peu... ça s'est effacé tranquillement avec les années. Puis la Fédération québécoise s'est vraiment occupée du côté compétition. Alors... les courses québécoises ont continué, là, puis ça a continué, les catégories se sont développées, puis c'est devenu très gros. À une époque, là, dans les années 90, des courses régionales à 300 coureurs, un soir de semaine, c'était extraordinaire. Des fins de semaine qu'on faisait les Coupes du Québec à Mont-Saint-Anne, c'était 1000 quelques coureurs qu'on avait. C'était de la gestion, là, c'était pas... C'est gros, je trouve, dans ces années-là, parce que il me semble que quand nous autres, on courait... Oui, mais ça a diminué après. Ben, c'est ça. Vous voyez, ils partent en courant. Mais les bonnes années, mettons les 24-25 dernières années que je connais, les bonnes années en Coupe Québec, c'est du 500, 600. Bon.
Puis en régional, là, ça a vraiment baissé. Mais des régionales, j'ai connu des régionales à 200. Là. Tu sais, des soirs de semaine, début des années 2000. C'est ça, Lac-Beauport, avait beaucoup de monde qui allait. C'est un petit peu différent des premières courses où on partait, puis quand on était 50, c'était oui, beaucoup. oui. Les premières courses, là, c'était vraiment clientèle assidue vélo de montagne, du type Jean-François, et l'équipe de ski de fond, les coureurs de ski de fond. Donc Yves Bilodeau, les frères Tourigny, puis Masson, puis Pierre Harvey, puis on les allait au départ. Jocelyn Vézina. C'était tous des bons coureurs, là, puis il y avait des filles, Anne-Marie Dauzois, puis plusieurs, là. Mais on avait une bonne ligne de départ. C'était vraiment... Puis c'était quand même cool parce qu'on avait un mélange d'athlètes purs vélo de montagne puis des athlètes de renommée dans d'autres sports qui étaient là. Puis... les vieux passionnés. Oui, la compétition était là. C'était pas uniquement les athlètes d'équipe nationale qui gagnaient. Tu avais des solides rouleurs en vélo de montagne qui donnaient du fil à retordre. Alors, c'était vraiment cool de voir ça. Puis ça nous a vraiment aidé à faire la promotion du sport. Tu sais, l'époque où Pierre Harvey était athlète olympique d'été en route puis en ski de fond l'hiver, c'était notre porte-parole de notre association. C'est lui qui était notre personne ambassadrice pour le sport. Il pratiquait le vélo de montagne, mais il pouvait pas s'y donner à temps plein parce que il faisait de la route et du ski de fond aux Olympiques. Avec le vélo de montagne, c'était comme... C'était mis à part. C'était pour le fun. Ouais. Puis se tenir en forme, puis il était déjà excessivement en forme, mais maintenir la forme, puis il aimait ça. La preuve, il en fait encore beaucoup. On en revient au sentier et au développement du vélo de montagne. Au départ, ça se faisait beaucoup dans des centres de ski de fond ou des montagnes qui développaient des pistes. Ils créaient un sentier pour des événements, une course par exemple, mais ça s'est développé beaucoup dans des endroits de ski de fond et des montagnes de ski alpin connus. Et ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, les clubs sont arrivés avec les parents, les enfants, c'est peut-être votre génération, là, où ils ont mis du temps, puis ils ont fait des clubs, puis ils ont développé des sentiers dans ces différentes montagnes. Oui. Au début, moi, je faisais beaucoup de représentations dans les centres de ski, même aux États-Unis. J'allais dans les centres de ski, les associations de centres de ski dans le nord-est des États-Unis, à travers le Canada, puis je faisais des présentations de rendre les stations de ski 4 saisons. Il y avait le ski alpin et le ski de fond dans les centres de ski, puis il y avait le golf. Mais tu sais, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien là, dans le réseau de sentiers, puis la station de ski en tant que telle, c'était mort. Tu sais, les stations fermaient la porte à Pâques, puis réouvraient au mois de novembre. L'entre-deux, c'était mort. Alors, j'essaie de leur présenter le potentiel du vélo de montagne comme un sport qui pouvait devenir un sport qui aidant les stations à avoir un roulement à 4 saisons. Ça a été long avant que les gens embarquent parce que c'était pas évident de générer des revenus. Dans les années 80, fin 80, début 90, je faisais ces représentations-là. Mais... il y avait au niveau de la compréhension, comment financer le développement des sentiers par des revenus quand le monde arrive de partout, puis ils vont partout. Alors là, il y a eu les gens raisonnaient de façon à... Il fallait utiliser le ski lift pour être capable de vendre des billets, pour organiser des descentes. Mais là, ça impliquait qu'il fallait avoir un réseau de pistes de descente et d'avoir un réseau de cross-country qui se combine à ça. T'sais. Donc... ça a pris plusieurs années avant que les centres de ski embarquent. Mais certaines stations ont vraiment embarqué et puis on les voit. Tu sais, aujourd'hui, les grandes stations, c'est pas dans le cas de 47. 47, c'est pas une station, c'est une destination que vous avez développée. Mais les stations avec des infrastructures, ça a pris quand même plusieurs années avant de les convaincre et puis avant qu'ils comprennent le potentiel. Si on regarde des stations de ski comme Whistler, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde l'été par rapport au sport du vélo de montagne. Il y en a plusieurs de même, des stations. Des bike parks ont poussé. Parce que quand tu étais à Whistler au début, il n'était pas déjà question de chairlift puis d'affaires de même. Là. C'était juste le début aussi là-bas du vélo de montagne, mais probablement décalé d'un an ou deux. Là. Déjà, quand j'étais là-bas, les quelques années que j'étais là-bas, puis où j'ai pratiqué un peu le vélo, c'est... à travers mes emplois, là,
on avait développé un service de guide en vélo de montagne justement pour dire à la station de ski, écoutez, c'est correct, on va utiliser vos remontées, on va utiliser les chemins d'accès, mais ce ne sera pas le free-for-all, on va guider. Fait qu'il y avait comme un passage obligatoire par un service de guide en montagne pour éviter que les gens se perdent dans le décor ou qu'il y ait des accidents puis que ce soit la station qui soit obligée d'aller récupérer les gens. Fait qu'on avait monté un système de guide à Whistler déjà fin 70, début 80. Là, il faut rappeler qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas le Trailfox d'aujourd'hui. Ça peut être une carte papier, puis des fois, il n'y a même pas de plan ou du nom de la piste dans l'entrée. Là. On avait toujours une boussole et une carte avec nous autres dans un sac de ceinture. Pas de GPS. Non. Pas de GPS. Non, comme tu parles. C'est 2004, le GPS. Oui, on n'avait pas de GPS, pas de cellulaire, rien. Là. On avait zéro. J'allais à Burke dans les premières années. Je prenais une plaque de course, puis je la mettais à plat sur mon guidon. Puis je mettais la carte dans un Ziploc. Je savais toujours où j'étais. C'était mon GPS papier. Ah oui. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on avait besoin de structurer le sport parce que lancer des gens en pleine nature avec des vélos, donc tu peux te rendre quand même assez loin, tu peux te perdre assez vite. Tu peux te faire manger. Puis la signalétique. Ça a même été aussi avec l'Office de langue française pour faire adopter le vélo de montagne comme nom. Je me suis battu avec eux autres un peu là, pendant quelques années. VTT. C'est le VTT. Ouais. C'est VTT. Vélo tout terrain. L'Office de langue française, j'imagine qu'à une certaine époque, s'inspirait beaucoup des Français pour établir les balises. Sauf que VTT, les Français n'avaient pas le véhicule tout-terrain. Eux autres, il y avait les quads. Fait que eux autres, il y avait des quads. Fait que VTT, c'était parfait. Vélo tout-terrain. Puis quad, c'était les motorisés. Nous autres, VTT, c'était le véhicule tout-terrain. Le 4 roues. Le 4 roues. 3 roues. Fait que VTT, c'était pour nous autres, là, ça marchait pas, là. Fait que vélo de montagne, les Américains utilisaient mountain bike. Fait que moi, je trouvais que c'était l'appellation qui se traduisait bien, vélo de montagne, même si on n'est pas en montagne tout le temps avec le vélo de montagne. On peut être en plaine, en prairie, en parc, en ville. Ben, je disais, moi, je comparais, on appelle ça le ski alpin, mais on n'est pas toujours dans les Alpes. Je disais, c'est comme, voyons donc. Comme vélo de route, c'est... vélo de montagne, vélo de route, ça me semble... Oui, tu sais, on était toujours même pas pour appeler ça vélo de campagne ou, tu sais, on a bien rigolé, mais sauf qu'à un moment donné, il a fallu aller jusqu'au bout. Jusqu'à aller à demander au président de la Fédération de véhicules tout-terrain de dire envoie-moi donc une lettre comme de quoi est-ce que si jamais j'appelle mon sport, notre sport VTT, que tu vas me poursuivre, c'est genre d'affaire de même. Faut que j'envoie ça à l'Office de langue française. Puis finalement, on a eu raison, on s'est entendu, puis c'est devenu vélo de montagne. Puis plus tard, c'était l'Association québécoise du vélo de montagne. Et après ça, il y a eu le circuit, puis il y a eu les reconnaissances qui ont suivi après ça au niveau canadien. Fait qu'au au niveau canadien, c'est devenu le mountain bike puis le vélo de montagne. Donc, c'était l'appellation canadienne. Puis à l'international, plus tard, c'était mountain bike et vélo de montagne, sauf les Français, qui c'était le championnat du monde de VTT. Fait que là, tu sais, on avait... Mais là, les Français appellent ça le mountain bike maintenant. Fait que, tu sais, voyons donc. Non, c'est ça, exact. Mais on est les seuls. On est les seuls. Ce village gaulois à travers le monde où on appelle le vélo de montagne, vélo de montagne. Le mountain bike. C'est encore cette année à la Coupe du Monde, pour faire accepter que c'est la Coupe du Monde de vélo de montagne, pour les organisateurs, ça a été un petit challenge, là. Il a fallu revenir en arrière et dire, écoutez, on a déjà discuté de ça il y a longtemps. Vélo de montagne au Québec, le gouvernement du Québec reconnaît ce sport-là, finance des événements qui sont francisés, qui sont bilingues. Alors, c'est l'appellation ici. Alors, finalement, ils ont eu raison. Un drôle de détail qui, pour nous autres, est comme normal d'appeler ça vélo de montagne, mais de voir un peu le pourquoi en arrière. Là, au début d'un sport, tous les sports font face à ça un peu. Quand tu t'en vas à l'international après avec un sport, t'es mieux d'avoir des bonnes bases solides où tout est bien fait pour après ça évoluer. Mais si tu pars tout croche, ça va être compliqué après de ramener ça droit. Fait que ça, c'était ma prémisse, là, d'essayer de faire des règles, d'avoir des officiels bien formés, des guides, d'avoir un calendrier bien établi, d'avoir des services aux coureurs, d'avoir un nom officiel pour faire que les choses puissent suivre après.
Puis tantôt, tu parlais, tu faisais des représentations dans les centres de ski, mais aussi aux États-Unis. Y avait-tu déjà quelque chose de commencé dans l'Est des États-Unis ou ça... Ben, il y avait... La Norba? Il y avait une fédération américaine qui s'appelait National Off-Road Bicycle Association, la NORBA, qui sanctionnait les courses de mountain bike. Les autres, c'est du off-road bicycle, puis c'est devenu mountain bike après, mais il y avait cette association-là qui avait des courses dans l'Est. Donc, une entre autres, Montsnow, au Vermont. Puis j'en ai fait une autre, moi, avec Sylvain Jouvet. Là. Les frères Visseur sont venus aussi à Wendell State Forest. Un parcours de trial naturel, puis une compétition de vélo de montagne sur gravel, puis... des grands noms qu'on a connus à l'époque. Oui, il y en a un qui est sorti, puis tout le monde disait, il sort de où, lui? John Tarmac, qui était en avant. Oui. Alors, c'est ça. C'est ça, les Américains avaient un circuit de course à peu près des mêmes années que nous. Là. On n'est pas décalé de 10 ans. Là. On est dans une année ou l'autre qui se suivent. Là. Fait que, moi, j'ai tout de suite rencontré celui qui organisait ça aux États-Unis, Glenn Odell, puis je me suis mis de pair avec lui pour que nos coureurs canadiens, québécois qui allaient courir aux États-Unis, ben, tu sais, les règles, c'est pas, on passe pas de blanc à noir, tu sais, c'est les mêmes règles, puis on avance, tu sais, dans le chronométrage, tu sais, les mêmes genres de règles. Tu sais, il y avait des petits décalages, mais c'était pas énorme, jusqu'à ce que nos licences soient reconnues aux États-Unis, nos licences du Québec reconnues aux États-Unis, après ça, la licence canadienne. Ça a toujours été des petits challenges, là, mais quand même, il y avait des discussions entre nous pour qu'on puisse aller courir. Beaucoup de Québécois allaient courir dans le Nord-Est. Et beaucoup d'Américains venaient ici au Mont-Saint-Anne faire les courses. On avait beaucoup d'Américains qui venaient là. Alors, il fallait être friendly. Parce que sinon, il fallait faciliter la participation. Alors ça, c'est les débuts du circuit, puis de la compétition, puis le développement récréatif de notre Association québécoise du vélo de montagne. Puis c'était jusqu'en 87 où on a transféré à la Fédération québécoise. Puis là, pendant quelques années, je suis resté quand même impliqué dans la Fédération au CA pour comme... Tu sais, je venais de transférer quelque chose que j'avais créé, fait que je voulais quand même voir... Ton bébé? Oui, puis continuer à m'impliquer, puis à voir au développement ce que j'ai fait au Québec, puis au Canada aussi, pour développer au Canada aussi, aider à l'Association cycliste canadienne d'amener le sport. Et puis, ça a été jusqu'en 88-89, puis... le président de l'Association cycliste canadienne, à une époque, s'appelait Marc Lemay. C'était un gars de Rouyn-Noranda, un avocat, qui était président de l'Association cycliste canadienne. Et il m'a appelé, je le connaissais pas, il m'a appelé pour me demander, il dit, là, t'as rentré ça à l'ACC, là, le vélo de montagne, mais il dit, moi, je suis à l'international, puis j'aimerais ça que tu viennes à une rencontre avec nous autres en Belgique pour que tu t'expliques un peu ce que tu as fait au Québec, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour... De ça, puis les Américains, puis d'autres pays. Fait que j'ai dit OK. Fait que je suis allé en Belgique début printemps 89 pour aller à une première rencontre internationale pour discuter du sport. Puis, bon, dans ce temps-là, l'Union cycliste internationale n'existait pas. C'était la Fédération internationale d'amateurs de cyclisme, la FIAC. Alors, j'arrive dans ce meeting-là, puis les meetings se passent en français. Fait que... les Belges, les Suisses, les Français, les Italiens, les Américains, les Australiens, peu importe, les Grande-Bretagne, c'est en français le meeting. Fait que ceux qui parlent pas français, ben, tu sais... pas de micro, pas de traducteur. Pas de traducteur, zéro. Là, c'était moi qui traduisais pour l'Américain, puis il y en a un autre qui traduisait pour l'Australien, puis... fait que finalement, le meeting s'est passé comme ça, mais on s'est aperçu vite que ce qu'on avait fait au Québec a servi beaucoup. La structure. Ouais. Beaucoup servi comme la base, tu sais, qu'il y avait les Américains, les autres pays européens ne s'entendaient pas chicaner entre eux autres parce qu'ils partaient beaucoup de la route. Toutes leurs règles étaient inspirées de la route. Les catégories, les vélos contrôlés, c'est ça un vélo de montagne. Nous autres, on était... un vélo de montagne, on saura ce que c'est quand on le verra, là, tu sais. On était au début, on parlait tantôt de... pas de suspension, 3 plateaux en avant, puis des pédales avec des cale-pieds, là. C'était notre vélo, ça, dans le temps, là. Pas de vitesse indexée. Zéro.
Puis on ne voulait surtout pas normer un vélo au départ, parce que là, on serait tout allait changer. Ben, ça a tellement évolué. Fait que là, les Européens, eux autres, arrivaient avec des normes comme ça, puis le support technique, là, ça prenait des pits mécaniques partout. Nous autres, il n'y en avait pas. T'sais, dans nos règles américaines, tu pars avec ton vélo, là, tu as juste à rouler intelligemment, en souplesse, avec un tube, une pompe, puis tu répares ton vélo sur le bord de la trail, comme tu ferais si tu allais rouler en vélo de montagne dans la nature. Là. Ça a été nos règles longtemps. Là. Puis ça, c'est inspiré de nous, au Québec, puis des Américains. Mais comme les Américains parlaient pas la langue, puis il y avait des problèmes pour s'exprimer, puis c'était nous autres qui avançaient, t'sais. C'était le Québec. Fait qu'on a quand même contribué beaucoup. Le travail des autres était aussi intéressant parce qu'il y avait des trucs qu'on est allé piquer qui se faisaient ailleurs. Tu sais, les meilleures pratiques à gauche et à droite, tu réussis à faire de quoi de vraiment intéressant à la fin. Fait que moi, j'étais impliqué dans ces discussions-là pendant plusieurs années. Là. Puis, mais en 89, cette première rencontre-là, ça a été le début de plusieurs autres après. Puis en 90, quelques mois plus tard, on a eu le premier championnat du monde à Durango, au Colorado, où là, les règles étaient vraiment... j'étais responsable de cet événement-là au nom de la Fédération internationale pour faire en sorte que ça ait lieu, que tout le monde s'entende, qu'il n'y ait pas personne qui chiale, que les Européens qui débarquent, les Costaricains qui embarquent, puis les Canadiens, les Américains, on course à Durango. Il faut que tout le monde soit content avec les règles qu'il y a là, puis il faut que l'organisateur applique des règles aussi. En 90? En 90. Ça a été quelque chose de vraiment intéressant, ça, parce que c'était l'application de règles que les Américains avaient développées, que nous autres, on avait développées, que les Européens nous ont soumis quelques idées. On a concocté un petit livre de règlement bien simple, puis on a fait les premiers championnats du monde. Puis là, il y avait des officiels aussi qu'il fallait former. Alors moi, j'ai formé les premiers officiels à partir de nos règles du Québec, notre examen qui a été écrit ici. J'ai formé des officiels pour tenir les premiers événements internationaux. Fait que ça semble beaucoup, là, en peu de temps, mais c'était ça. C'était beaucoup en peu de temps. Oui. C'est quoi le format des courses à ce moment-là? C'est-tu défini déjà descente, cross-country? OK. Et la descente, c'était juste au championnat du monde. Parce qu'en Coupe du monde, la descente n'existait pas encore. Jusqu'en 93, la descente, c'était des tests qu'on faisait parce que on avait de la misère à déterminer qu'est-ce que ce serait la meilleure formule de calcul d'un pointage pour la descente. Si tu 2 descentes temps combiné, si tu 2 descentes le meilleur temps, si tu une descente, puis that's it. On a fait des tests. Fait que Mont-Sainte-Anne faisait partie de 3 courses à travers le monde. Il y avait Italie, France, Québec pour faire des tests pendant 3 ans. Des tests de différentes formules, ramasser les feedbacks des coureurs, regarder la logique derrière tout ça, comment ça fonctionnait, puis qui était... finalement, on a-tu quelque chose qui tient la route? Puis ça a été déterminé que c'est la formule qu'on a aujourd'hui. Mais c'est en 93 qu'il y a eu les premières descentes officielles de la Coupe du monde. Mais au championnat du monde, on tenait quand même une descente en 90, 91 en Italie, 92 à Bromont. Puis faire une image, c'est pas le descente d'aujourd'hui. Non. Il y avait un petit peu de descente, de chemin d'accès. C'était des chemins. Un petit peu de sentier. Quelques sauts. Ouais. Il y a eu à Bromont, là, on a introduit des sauts, là, que c'était, tu sais, pas de suspension une petite suspension avant, là, un petit rock shock en avant, là, puis... un push. À Bromont, on commençait à avoir des vélos avec une suspension arrière. Parce qu'il y a eu une période Lycra descente aussi, là. Oui, bien sûr. Oui, pour la vitesse, là. Oui, des skin suits. Oui, en latex. C'est la vitesse, le chemin d'accès. Tu as dû voir des posters de John Tomac, là, avec un One Piece lissé, là. La Mammoth Mountain, il y avait la Kamikaze Downhill, là, qui est un chemin d'accès de je sais pas combien de kilomètres, là. C'est un chemin d'accès, mais il roulait là-dedans à 90 km/h, je sais pas trop quoi. Puis c'était des roues à disque en arrière avec des skin suits, puis les pédales, les pieds bien attachés dans les pédales avec des sangles, là, tu sais. Il n'y avait pas de clips encore, on n'utilisait pas les clips des vélos de route, là. Ça existait-tu? Ça existait en route, mais très peu l'ont utilisé. Ouais. Mais tu sais, tantôt, vous parlez de cette époque-là, puis tu disais vélo de descente, puis vélo de cross-country. C'est rare qu'il y a des gens qui faisaient les deux, mais il y en a. Oui, il y avait John Tomac, quelques cyclistes.
quelques cyclistes avaient 2 vélos, là, mais souvent, c'était le même vélo. Puis s'il y avait 3 disciplines, ils faisaient les 3 là, pendant la fin de semaine. Là, c'était le slalom, les montées, descentes, les cross-country. Mais là, si on est en Coupe du Monde, on est ailleurs. Là, mais avant ça, là, c'était aux États-Unis, il y avait des circuits de course, là, le Scott Trial, puis le... T'as connu ça, toi? Les trials. Oui. Ben, avec Otpi. Oui. Alors, on avait... ici, au Mont-Sainte-Anne, tu prononces le mot Otpi. Otpi, c'est un espagnol. Ot, O-T, Pi, P-I. C'est son nom. C'est le nom le plus court que j'ai vu de ma vie, là. 4 lettres. Puis, lui, il venait de l'Espagne. Puis, son père était pilote de moto-trial. Puis, il y avait la marque Montesa, qui existe encore en moto-trial, Montesa. Fait qu'ils ont parti la ligne de vélo Monty. Et puis Monty, M-O-N-T-Y, puis Otpi, ben, il était champion du monde. Lui, il roulait en Espagne, c'était le meilleur. Il roulait à travers l'Europe, là, puis c'était le champion du monde. Puis à un moment donné, à la Fédération internationale, j'ai rencontré son père, puis j'ai dit, hey, pas Fédération internationale, au contraire, c'est bien avant ça, excuse. Je l'ai rencontré après. Mais tout ça par téléphone, puis par fax, à un moment donné, tu sais, j'ai commandé des vélos de trial parce que je trouvais qu'on avait une tendance trial ici, moto-trial au Québec. Il y avait un circuit de moto-trial au Saguenay, il y avait l'Outaouais, les Laurentides. Ça roulait beaucoup en trial. Tremblant. Fait que j'ai décidé de faire venir des vélos trial de ce gars-là. Mais à un moment donné, j'ai fait venir le fils ici, le jeune champion du monde, pour inaugurer un site de trial au Mont-Sainte-Anne. Fait qu'on a dessiné un site de trial qu'on a fait avec des roches, des bûches, des grandes. T'sais, on a fait un beau site. Puis c'est lui qui est venu couper le ruban, là, de faire la présentation du site de trial inauguré. Puis on avait des compétitions de trial au Québec, dont Jeff participait beaucoup quand même, puis plein de monde. On avait quand même un bon bassin de participation de trial. Mais une des premières années où tu avais quitté, puis c'est Jean Rouleau qui avait fait un premier trial semi-naturel au Rang Saint-Julien. Au Rang Saint-Julien, oui. Là, moi, c'est une autre piqûre. J'ai fait, des obstacles. On faisait des trials. Oui, on faisait des trials en milieu urbain. C'était avec des vélos. Hein? Le trial, c'était vraiment des franchissements d'obstacles, de toutes sortes. Ça partait de l'automobile, des blocs de béton, les bûches, des tuyaux, des pneus. Peut-être au départ, quand on faisait des événements, des compétitions les week-ends, puis on se faisait des amis et tout. Puis on disait tout à l'heure qu'il y avait des fois des montées-descentes puis des cross-country. Mais il y avait aussi des événements de trial. On prenait le même vélo pour tout faire. Ouais. Donc en trial, des fois, on enlevait les deux plateaux. On gardait le plus petit juste pour pas accrocher, pour franchir les obstacles. Mais après est arrivé le vélo trial qui ressemble à un format BMX, mais avec des freins plus puissants et puis un cadre plus solide. Ouais, des petits trous, là. C'était vraiment des vélos pour franchir les obstacles très, très légers. Et puis, on avait les meilleurs vélos parce qu'on les faisait venir directement d'Espagne, inspirés par la moto trial et le pilote Otpi qui était le champion du monde. Alors ça, c'était une époque là, où cette discipline-là, autant aux États-Unis qu'au Canada, là, ça faisait partie d'un événement de vélo de montagne. Il y avait du trial. C'était une discipline. Inscris-toi, inscris-toi pas. Il y arrivait des spécialistes juste pour le trial, qui eux autres aimaient ça. Là, puis c'était quand même très spectaculaire. Très spectaculaire, très participatif. C'était le fun parce que tu réussissais pas, c'est pas grave. Il y avait quand même un public qui regardait, puis tout à coup, il y en a un qui est rendu sur le toit de l'auto puis qui descend de l'autre bord comme si de rien n'était. C'est comme... c'était vraiment hot comme sport. Puis... je saute une étape, là, je reviens en 2010, quand on a fait les championnats du monde en vélo de montagne ici, on avait le championnat du monde de trial. Oui, je m'en rappelle. Puis ça a été super apprécié. Là. C'était, quand on a refait les championnats du monde en 2019, on voulait avoir les championnats du monde de trial, mais ça avait été séparé par la Fédération internationale. Comme il avait mis le enduro, les mètres, le trial, il y avait tout séparé. Nous, on a réussi à avoir le vélo de montagne avec le vélo électrique et les mètres en 2019. Mais le trial était séparé, donc on n'a pas été capable de le tenir. Mais en 2010, je me souviens très bien d'un succès quand même. Le monde avait apprécié. Le monde ne connaissait pas ça. Le monde avait oublié ou le monde ne connaissait pas ça. C'est le temps de les suivre. Là. C'est pas comme en descente ou en cross-country. Tu vas être à côté puis tu peux y voir circuler sur tout le circuit. Les meilleurs au monde étaient là. C'est spectaculaire à voir.
Il y a eu une mode trial dans les années 2000. Là. Moi, je me rappelle, au début des années 2000, là, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient du trial. Puis je me rappelle même le Trophée des jeunes. Le Trophée des jeunes, c'est comme une Coupe Québec spéciale pour les jeunes, là, moins de ces juniors en descendant. Okay. Puis c'était une Coupe Québec cross-country où il y avait une étape cross-country, une étape contre la montre, puis une étape trial. Ah ouais? C'était pas du gros trial, mais c'était un cumulatif de ces 3 étapes-là. Puis là, on parle peut-être jusqu'à 2004-2005 quand même. Là. Fait que c'est pas si loin que ça. Oui, puis toutes les disciplines qu'on parle là qui faisaient partie un peu de l'univers des courses des années 80-90, là, c'est 80, hein, entre autres. On faisait aussi un cumulatif, des fois, là, tu sais, de celui ou celle qui avait fait les 3 ou les 4 disciplines, puis c'était la reine ou le roi de la montagne. Là, c'est eux qui étaient les meilleurs, là, qui avaient fait tout puis qui avaient ramassé le plus de points. Même qu'on prenait le temps de la montée puis le temps de la descente séparément et cumulé. Fait que le meilleur grimpeur, la meilleure grimpeuse, ben on les connaissait. On savait qui avait gagné, fait qu'on les récompensait. Par un trophée, une médaille, un prix ou n'importe quoi, là, c'est ça. Wow. Comment tu te ramasses à amener une première Coupe du Monde ici par ces contacts-là? Ben c'est ça. Quand j'ai été demandé à aller à ce meeting-là en Belgique, puis que j'ai contribué avec les gens qui étaient autour de la table à développer le sport, c'est que notre comité, notre groupe technique, la commission Mountain Bike, qui avait été créée à l'international, dont je faisais partie, on avait le mandat d'adopter des règlements, former des officiels, créer un calendrier championnat du monde, puis créer un calendrier Coupe du monde. Puis il fallait définir ce que ça allait être un championnat du monde, il fallait définir ce que ça allait être une Coupe du monde. C'était notre mandat. Alors, on a tout fait ces travaux-là, puis on a créé le premier championnat du monde en 90, mais le calendrier 91 était déjà sur papier. Puis il y avait une case qui était marquée Canada sur le truc, puis c'était parce que j'étais présent là-bas, mais l'Australien, les Américains, les Européens, Français, Belges, Italie, les Allemands qui étaient autour de la table ont tous ramassé des Coupes du monde. Parce qu'il fallait commencer à quelque part, puis ça prenait un responsable autour de la table. Tu lèves la main, mais tu t'en occupes. Il faut que ça ait lieu. Est-ce que c'est comme les Olympiques où tu demandes à recevoir une Coupe du monde? Ou une... Maintenant, oui. Okay. Mais au début, on ne pouvait pas lancer un appel d'offres comme ça parce qu'il fallait aller à des endroits où on était certain que ça allait avoir lieu. Il fallait que... Comme moi, j'ai levé la main, je dis au Canada, mais après ça, ils m'ont dit « OK, mais occupe-toi-en, sur toi qu'elle ait lieu en 91. » Alors en 91, en 90, mettons, là, on commence à préparer la Coupe du monde pour 91 au Mont-Sainte-Anne. Puis là, j'ai parlé à une de mes bonnes amies, Chantal, qui est devenue mon associée pendant 29 ans, là, dans l'entreprise Gestev. Je dis, ça va être notre premier événement dans l'entreprise Gestev. On va essayer, on va faire un test en 91 pour voir, on est-tu capable de livrer un événement comme ça, ensemble, puis voir le succès, puis où on s'en va avec ça après. Fait qu'on a fait un test, puis on a lancé ce premier événement-là. Puis c'est là que j'ai organisé la première Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne. Suivi après, tout de suite après, une Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne en 92 et le championnat du monde à Bromont. Des maîtres? Championnat du monde. Tout. Championnat des maîtres? Ah non, il y avait une section maître, il y avait une portion maître. Oui. C'est-tu Gestev, Bromont aussi? Oui. Ah oui? Okay. Oui. Et puis, ça, c'est en 92. Puis là, après ça, 93, Bromont encore, Coupe du monde, Mont-Sainte-Anne, Coupe du monde, Montignac, Coupe du monde, c'est nous qui l'avons organisé en 93, parce que mon chum qui organisait les courses à Bromont, il y a eu la job de Norba, le chef de Norba. Alors, il a quitté Montignac, puis il m'a appelé, il m'a dit, peux-tu prendre en main l'événement que j'ai créé à Montignac, la Coupe du monde? Fait que je dis oui, fait qu'on a organisé Montignac. Puis à partir de là, en 94, on était en Australie, en Chine, en Allemagne, Gestev et Mont-Sainte-Anne. Fait qu'on a commencé, ça a été vite, là. C'est parti, puis on faisait juste du vélo de montagne. On touchait rien d'autre. Alors, mais la première Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne, c'était en 91, puis c'est arrivé dans toutes les rencontres, quand on a décidé de créer cette Coupe du monde-là, le Canada a récolté une Coupe du monde, puis ça a été Mont-Sainte-Anne parce que j'étais là, puis je voyais que je pouvais contrôler la Coupe du monde pour qu'elle ait lieu au Mont-Sainte-Anne. Puis
j'avais tellement organisé de courses avant, provinciales, championnat de l'Est, canadien, peu importe, dans ma vie antérieure d'association là, que j'avais créée, que je me suis dit, là, je peux pas faire une Coupe du Monde organisée comme j'étais avant. Il fallait que je crée une société, une compagnie, une entreprise avec un professionnalisme. Tu sais, il fallait que je suive le rythme international parce que sinon, on serait resté derrière puis on aurait perdu à long terme. Fait que j'ai fallu que je structure une entreprise capable d'organiser avec des employés, avec du monde. Il a fallu quand même s'investir. Puis ça a donné Gestev, qui après ça, on a évolué avec le vélo de montagne dans plusieurs pays, jusqu'à créer, notre dernier événement international, c'était en 2000. Après ça, on a décidé de se ramener vers chez nous pour faire grandir les événements qu'on avait déjà créés. Donc, le dernier qu'on a fait, c'est à Mazatlan, au Mexique. On avait fait le cross-country, l'ouverture de la Coupe du Monde en 2000, 1er avril 2000, à Mazatlan, au Mexique. Alors, super événement. Tu sais, la course avec la sécheresse, puis la poussière, puis les coureurs avec des masques, puis le contingent international là, qui était à la ligne de départ avec des masques, là, ils couraient avec des masques parce que c'était pas respirable. Après, si t'étais le premier en avant au premier tour, c'était correct. Bingo, jusqu'à temps que tu rentres dans le nuage que le premier tour a laissé, puis que t'es dans un brouillard tout le long. Là. C'était extraordinaire à voir quand même, c'était spectaculaire. Mais on portait des masques en 2000 aussi. Il n'y a pas juste en 2021. Alors, mais c'était notre dernier événement international. Après ça, on s'est vraiment recentré ici pour faire grandir nos événements. Et dire qu'un jour, je suis dans une boutique de vélo, 1984, puis le type m'a dit « Oh, vélo de montagne, c'est une mode, ça va passer. » Je repensais à ça, c'est aux Olympiques, puis c'est ce que c'est aujourd'hui. Puis, je ne sais pas si on est sur le point de conclure, mais je trouve que le vélo de montagne, c'est la machine qui évolue encore aujourd'hui le plus. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau. C'est une machine qui cesse de changer. On n'a pas ça avec le vélo de route, on n'a pas ça avec d'autres machines. Non, c'est les vélos aujourd'hui sont tellement hot, là. T'sais, vous le savez, vous pratiquez, puis vous voyez l'évolution, puis il y a toujours quelque chose qui se renouvelle, qui est testé en Coupe du Monde, testé au Championnat du Monde. Des athlètes s'impliquent. Des athlètes qui ont fait 10-15 ans de vélo de montagne en compétition, ils restent dans l'industrie. Ils restent dans l'industrie puis ils aident au développement. Greg Menard, qui est impliqué. Brian Lopes, c'est là. Tomac a eu sa ligne de vélo. Ned Overend est chez Specialized. Freshnet. C'est ça. C'est étonnant comment à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, puis sûrement que c'est pareil vous autres aussi, mais on se dit hey, comment ça n'a pas sorti avant, ça? C'était donc bien évident que ça prenait ça ou tel truc. Tu sais, continuellement. On a vu des passer belles évolutions sur un vélo de montagne, moi je dirais le frein à disque, parce qu'on a eu toutes sortes de freins avant qui freinaient pas. Moi, le Camelback, j'ai adoré parce que t'as ton eau, t'as tes outils, t'es dans le bois, t'as ce qu'il faut avec toi. Tu peux t'hydrater, t'es pas obligé de te pencher. T'as pas aimé le High Right, le petit spring qu'on avait sur... Oui, ça c'est l'ancêtre de la tige de sel sur la tige de sel. C'est ça. C'était on avait un spring. On avait un spring. Un spring d'éclipse. Foum, ça descend. Clips, là, ça reste en bas. Après ça, déclipse, pong, elle te revole dans le derrière, tu reclipses. Mais il fallait que tu joues avec ta clipse de tige de sel. Fait que là, ça faisait briser les tiges de sel. Elle déclenche rapide. Ça donnait comme un ou 2 pouces, je pense, là, à peu près. Puis on faisait du vélo généralement habillé comme des cyclistes de route à l'époque. Donc, un cuissard, tu n'accrochais pas ta selle. Versus si aujourd'hui, tu restes avec un vélo avec une tige rigide, haute tout le temps, avec un pantalon baggies, il faut t'accrocher le sac. Si tu t'en vas en arrière, tu risques de te tuer. Tu risques de rester là, oui, c'est ça. Mais il y avait des inventions, on a tout essayé. On a essayé les pneus d'hiver, quand on faisait du vélo l'hiver. Visser des pneus. Moi, j'ai fait des courses en vélo de montagne. Puis on avait des... tu sais, pour pas percer, on mettait toutes sortes d'affaires dans le pneu, là, pour essayer que la vis... Un pneu dans un pneu, une chambre à air à l'intérieur. Aujourd'hui, le monde se casse pas les baskets. Des vis à bois. Le monde se casse pas les baskets. On roulait déjà, avant le fat bike, on roulait déjà l'hiver. On roulait l'hiver, oui. Je vais vous montrer quoi tantôt? Faites-moi pas... Ben non, tantôt. Je me lève pas. Je vais vous montrer une photo témoin
de ce qu'on a fait déjà. Mais il y avait plein de choses qu'on essayait, tu sais, puis il existait des trucs sur le marché, tu sais, ils se vendaient des pneus avec des vis, mais c'était des affaires à crevaison, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu veux quelque chose, tu l'as. Il va y avoir un podcast pour le fat bike, par exemple, pas tout de suite. Ouais. Il n'a pas été francisé. Tu penses à quelque chose? Il a été francisé à vélo à pneus surdimensionnés. VPS, mais ça a plus l'air d'une maladie vénérienne. Oui, c'est ça. Puis il y avait les pneus gras, Ouais, vélo dodu, vélo gras. Mais on parle de fat bike. Ça, c'est un exemple de pourquoi ça n'a pas été inventé avant. Parce que, il n'y a pas de techno là-dedans. Là. C'est juste un pneu plus gros. Je vais te dire, moi, l'ancêtre du fat bike, c'est le ballonneur. Le ballonneur, c'est un vélo à gros pneus pour les plages californiennes. Donc, le vélo de montagne vient de là avec le vélo de route. C'est un ballonneur avec un dérailleur. Aujourd'hui, les ballonneurs existent encore sur les plages. Tu vas voir des fat bikes, ces plages, mais c'est encore des pneus. En Californie, j'étais là il y a quelques semaines, une semaine. Encore les gros pneus, les vélos avec les gros guidons, une vitesse, mais ils vont pas dans la montagne, ils sont dans la ville. Non, c'est ça. Non, c'est fixe. On parle pas de fat bike ce soir? Non, on peut en parler. Oui, mais c'est que le fat bike, ce qui est drôle, c'est que tout était déjà accessible pour qu'on ait ça ici, puis ça fait juste 10 ans, tu sais. Et on était capable de tracer des sentiers avec des motoneiges. Les technologies, tantôt tu disais pourquoi c'est pas arrivé à devant. Ça, c'est l'exemple où il n'y a pas une suspension particulière. Il n'y en a pas de suspension même d'habitude. Mais tu dis, fait pas longtemps, ça fait 25 ans qu'on fait du vélo. On a dit, comment ça, on faisait pas ça avant? On en faisait le printemps. On faisait du vélo. Moi, j'ai fait du vélo l'hiver presque tout le temps. Les pistes de motoneige le soir. Mais il y a mon moment préféré, là, c'est le printemps. Quand ça fond le jour puis ça gèle dur la nuit. Moi, le matin de bonne heure, avec des amis du coin, on part en vélo ordinaire, en vélo de montagne ordinaire. Là, puis on part, puis on monte partout, on descend à travers les arbres. C'est capoté. Moi, j'adore ça. Là. Ça, c'est... J'ai fait du fat bike aussi l'hiver passé. J'ai bien aimé ça, mais j'ai commencé. Nouveau. C'est peut-être au lac de l'Âge où la machinerie a beaucoup aidé à développer d'autres centres au Québec. Parce que moi, j'ai commencé il y a 10 ans, puis on allait en raquette une journée, la gang, puis le lendemain, on roulait nos trails en fat bike. Il y a 10 ans, je l'ai dit dans un autre épisode, mais il y a 10 ans, quand on était capable de pédaler la moitié de la ride, puis de marcher l'autre moitié, on était content. On avait une belle ride de fat bike. Puis pas longtemps, il y a 10 ans. Là, Toi, t'étais comme inventé aussi là. C'était un nouveau sport. C'était ça. Le vélo est rendu 12 mois par année. L'hiver, il est un peu plus fragile parce que ça va avec la météo. C'est pas le sol n'est pas dur. Ça joue avec la météo, mais il y a quand même... le vélo est rendu 12 mois par année au Québec. Là, c'est fort. Là. Parce qu'on était souvent à faire du vélo juste pendant les beaux mois. Oui, c'est vrai. T'as dû, ou probablement les deux aussi, mais avec toutes ces années-là, il doit y avoir des relations privilégiées avec certains coureurs. Là, parce que nous, les coureurs, c'est des gens inaccessibles qu'on croise une fois par année puis qu'on est terriblement impressionnés. Mais tu as dû avoir des relations particulières avec certains. Là. J'en ai encore. La plupart des athlètes que vous pouvez imaginer qui sont passés au Mont-Sainte-Anne, que ce soit Nicolas Veillos ou... John Tomac, Lee Donovan, à qui j'ai souhaité... T'as combien de followers? Pas mal. Mais j'ai quand même des très bonnes relations. Puis si j'écris à Ned Overend demain matin ou à Cédric Gracia, ils me répondent, puis on se connaît très bien. Là. On se rencontre occasionnellement ici et là. Ça tombe bien, on voulait justement avoir Cédric Gracia. Cédric Gracia était dans ma ferme cet été. Là. Il est venu faire un tour cet été. Ouais. Tu dis tout ça, moi j'en ai des frissons. Pour vrai, là, pour nous autres, c'est des idoles et des images qu'on voulait suivre. Nous autres, on regardait des vidéos, des photos d'eux autres, jeunes. Ça a été nos posters là, dans notre adolescence. Puis c'était ça, nos posters dans notre chambre, là, tous ces gens-là. Là, je m'en vais. Il y a une grosse différence entre un downhiller et un cross-country, ou Famoyam. Aujourd'hui, une grosse différence de personnalité, dans les coureurs. Fait que je suis en Suisse cet été à Lenzerheide, je vais voir la Coupe du Monde, aider le comité local ici.
On s'en va en Suisse, on va voir la course à Lenzerheide. Puis c'est le premier programme de la saison, downhill cross-country, comme nous à Québec. Même programme, fait qu'on s'en va là. Il y a une nouvelle gestion de la Coupe du Monde, fait que je connaissais les gens, les nouveaux organisateurs voulaient les rencontrer. J'allais les aider à mailler tout ça, puis avoir des discussions intéressantes, intelligentes. Puis je croise des athlètes. Tu sais, fait que je croise dans le... Toi, tu ne reconnais pas, mais lui, tu reconnais. Nino Chatter. Je rencontre Nino. Je le vois. « Hey, salut! Ouais, au mois d'octobre, il va y avoir de la neige? » J'ai dit « Non, il n'y aura pas de neige. » J'ai dit « Il n'y aura pas de mouche. Ça, il n'y aura pas de mouche, mais il n'y aura pas de neige. » OK. Il va y avoir de la boue cette année. Il y a eu de la boue. Ouais, c'est ça. Après ça, je rencontre Loïc Bruni. Il me dit « Ils vont être où, les mini-jupes? » Dans l'espace d'à peu près 1 heure, là, je rencontre les deux. Puis les autres qui étaient avec moi, qui ont tellement ri parce que, tu sais, je rencontre Nino qui me pose cette question-là très terre à terre, en roulant sur son bike dans son stand. C'est déjà quel pneu il allait mettre. Ah oui, lui, il pensait à ça, là. Comment il va faire, puis que ça va être quoi, là, ça va être glissant, les feuilles, il va-tu avoir de la neige? L'autre, il pensait aux mini-jupes. Fait que, tu sais, en fait, il y a deux... On a toujours traité la Coupe du Monde, nous, quand on l'organisait, avec 2 clientèles. Tu sais, la clientèle qui aime le cross-country, c'est une clientèle qui aime le cross-country puis qui ont une vision du sport, puis les athlètes reflètent un environnement, puis la descente. Tu sais, c'est toujours été de même. Donc, les parties qu'on faisait pour les descendeurs, les parties, les célébrations pour le cross-country, puis on a toujours traité ça comme ça, puis on a toujours aussi approché des partenaires qui avaient un fit avec cette aura-là de chacun des sports. Tu sais, on ne pouvait pas les présenter à une banque nécessairement, tu sais, le downhill. Mais par contre, le cross-country, la clientèle de cross-country avec beaucoup plus riche, ou je sais pas, tu sais, qu'il y avait beaucoup d'avoir et éduquer, etc. Puis le downhill, c'était plus festif, puis le show, puis le rock, et puis tout ça. Fait qu'on a toujours traité ça. Puis quand je rencontre des athlètes de même, c'est tellement cocasse parce que c'est de même. Tu sais, il y a Nino, puis il y a Loïc, mais tu sais, ils sont tous comme ça. C'est pas. Il y a quelques exceptions peut-être en cross-country où on a eu des coureurs qui étaient pas mal festifs des deux bords, mais très, très correct d'avoir ces deux personnalités-là. Puis oui, j'ai des excellentes relations avec plein de coureurs. Coureuses. C'est vraiment le fun. J'espère. On dit qu'on est là pour qu'on t'écoute trop passionnément. Puis tu penses qu'il y en a qui ont eu beaucoup des bonnes relations aussi avec le Mont-Saint-Anne. Tu sais, je pense à Hermida. Hermida. Me semble que c'est celui que j'ai en tête qui semblait être en amour avec le Mont-Saint-Anne, avec votre organisation. Je le croise chez lui, puis il va me dire devant tout le monde, devant ses proches, que sa 2e maison est ici. Ouais. Lui, Hermida, Freshneck, il y en a plusieurs de même, là, qui ont adopté Québec, ils ont même créé des familles avec le Québec. Ils se sont rencontrés à Québec avec des athlètes et femmes, ou femmes athlètes avec des gars d'ici. Alors, il y a eu plusieurs fusions en plusieurs années, mais il y a beaucoup d'athlètes qui adorent Québec. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, Cadel Evans qui a gagné le Tour de France, il a couru ici junior, couru ici élite. Il y a d'excellents souvenirs. Je peux être en contact n'importe quand avec lui, là, parce que je connais sa famille. Tu sais, parce qu'on l'a vu évoluer. J'ai organisé les courses chez lui en Australie pendant 3 ans. Fait que on l'a vu évoluer. Tu sais, on l'a vu évoluer. Il sortait de la route, il était junior, il clenchait comme pas possible. On a dit, c'est qui ça, tu sais? Puis il a fait une carrière autant en vélo de montagne qu'en vélo de route. C'est extraordinaire. Tu sais, il y en a beaucoup. Y a-tu des personnages dans ce parcours-là, question pour les deux, là, qui vous ont comme plus marqué que d'autres, mettons? Personnellement, moi, c'est John Tomac. John Tomac est... parti de rien, il faisait du BMX. Puis là, bon, on parle de vélo de descente, de cross-country. Tomac, en Europe, là, il se présentait avec Mike Closer, le gars de Vail, là. Mike Closer, c'est Mick Closer. Sur le bord du parcours, les Français, les Belges, ils capotaient sur Mike Closer. Tu sais, c'était un Américain de Vail au Colorado. C'était un bon coureur. C'était pas le meilleur, mais tu sais, c'était une vedette. Parce qu'il parlait.
Il parlait au monde, il se vendait, il était avec des grands commanditaires. John Tomac, c'était Armstrong, là, dans le vélo de montagne, là, c'était la vedette. Là. Il était à côté sur un piquet de clôture à un moment donné en Italie, là, puis il attendait pour... il analysait son parcours, là, puis le monde était autour. Là, le monde tripait, puis ici au Mont-Sainte-Anne, c'était une vedette, là, c'était des vedettes. Nicolas Veillose aussi Nicolas Veillose, le descendeur, là, il était quand même pas mal. Pérakis, le descendeur des gens que suisse. j'ai connus personnellement. Là. Moi, c'est pas des gens que j'ai connus personnellement. Quand ils me demandent qui sont mes... Oui, icône. Ouais, icône. Tomac, c'est définitivement... avant ça, Joe Murray, mais il n'est pas venu en Amérique courir. Il n'est pas venu au Canada courir. Joe Murray, c'est avant Tomac. C'était le gars californien, je crois, qui embarquait dans le vélo de montagne tôt, puis qui gagnait tout. Je sais pas d'où il venait là, exactement. Tout cross-country. Cross-country, il gagnait tout. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, jusqu'à temps que Tomac arrive, puis que là, la compétition devienne trop élevée, là, mais Joe Murray, c'était une autre icône américaine, mais que très peu de gens connaissent aujourd'hui. Ouais, ça me dit rien. Non. Moi, je dirais aujourd'hui Nino, mais je trouve que c'est un gars qui pédale puis il est intelligent de la façon dont il gère ses courses. L'épisode crevaison l'année passée, là, j'ai capoté. Aime pas Sean Palmer. Oui. On connaît Sean Palmer pour plusieurs raisons. Bon coureur en vélo de montagne, snowboard aux Olympiques, Red Bull, les X Games en snowcross, motocross, en motoneige. Puis il a fait à peu près n'importe quoi. Là, je veux dire, mais il est toujours top dans à peu près ce qu'il fait. Là. Aussi, il a déjà scrappé un de nos parties au Mont-Saint-Anne. Oh! Ah ouais? Les potins! Ça, on aime ça, ces anecdotes-là. Ah oui, lui, je vais vous raconter vite. Là. Il écoute pas, là? Peut-être. On sait jamais. il peut écouter. Écoute, il peut écouter. On s'est réconciliés, là, mais il a fait il était sur le party pas mal. Il y a eu quelques années que Sean Palmer là, était vraiment là, une grosse vedette. Il était coureur Specialized. Il roulait, il avait du succès. Okay? Puis il était en snowboard, il avait son compagnie de snowboard, ça roulait ses affaires. Puis il avait son autobus avec sa face dessus. Il arrivait au Mont-Saint-Anne ici avec un prévôt, là, Sean Palmer. Puis il faisait le party, big time. Et puis un soir, on organise un party comme on faisait chaque année, là, à tous les dimanches, un gros party. Après là, la course. Après la course, puis il y a un repas d'organiser, tu sais, vraiment avec des bouteilles de vin. On avait des commanditaires, tu sais, ceux qui achetaient leur billet à 5 c'était juste parce qu'on devait mettre un ticket, parce que sinon, là, tu sais, ça coûtait pas cher, puis on avait 500 places dans le centre des congrès, puis c'était vendu comme ça, tu sais, ça partait tout de suite, là. Fait que lui, il était là, puis des grandes tables rondes, là, tu sais, avec plein de bouteilles puis de verres, puis le monde avait du fun, puis il y avait une grosse fin de semaine qui venait de se passer. Le monde s'en allait ailleurs après courir, mais nous autres, c'était au mois de juin, là, tu sais, fait que lui, un soir, il a décidé d'essayer de faire le truc, tu tires sa nappe, puis tout restait là. Le truc de magie, hein? Ouais, c'est ça, fait qu'il essaye ça sur une table, tout en revole, puis là, à un moment donné, je me reviens de bord, je le vois faire ça. Il s'essaie sur une autre table. Là, après ça, je pars après lui, puis il y a une couple d'autres de l'organisation, on court après lui pour essayer de l'arrêter. Il en fait une troisième, puis il sac son camp. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, tout s'est mis à revoler. La bouffe, food fight, bouteille de vin, ça... Les verres, puis tout. Le monde se pitche les affaires entre eux? Ah, ça a fait comme... ça a décollé, là. Ça a scrappé le party bien raide. Il y a du spaghetti au plafond, il y avait tout. Tu sais, je veux dire, c'était... Fait que ça, c'est un souvenir de Sean Palmer. Je peux vous dire que cette fin de semaine-là, il n'était pas bien la bienvenue le lendemain matin. Là, le lundi matin, quand il a dû quitter, là, il a fallu qu'il quitte. Parce que c'était... Il y avait des plaintes, tout ça. Puis il a fallu s'organiser avec Specialized pour régler nos affaires. La semaine suivante, il a laissé aller un auto à Montigny, il a laissé un auto dans le lac. Il y avait une grande côte, il y avait un lac, un auto de location, il a juste fermé les portes, il l'a laissé aller dans le lac. Il était sur une dérape, là. Il était une mauvaise année. Oh boy. Fait que là, au Montigny, par exemple, il s'est fait ramasser. Mais tu sais, c'était un peu... pour moi, Sean Palmer, d'un autre côté, je le croisais dans les autres événements ailleurs dans le monde, puis on organisait des événements ailleurs, puis
c'est un iconique, tu sais, c'est un personnage. Ouais, ben oui. Dans le sport, tu as besoin de personnages qui font parler puis qui aiment pas. Justement, tu sais, il amène une autre dimension. Tu sais, Missy Jovi avec ses piercings puis son piranha. Ben oui, c'est exactement ce que j'aurais dit. Missy Jovi, elle finissait une course, puis elle nous racontait la course là, de A à Z, là, en bas. Là. Je voulais pas connaître toute sa course. Moi, elle venait me voir, puis elle me racontait tout ce qu'elle avait vécu. Là, puis c'était une personne incroyable. Mais tu sais, elle faisait les magazines de mode, de n'importe quoi. Tu sais, elle dégageait. Oui, parce qu'avant Facebook et Instagram, il y avait des magazines de papier. Moi, Mountain j'en ai Bike encore Action. plein chez mes parents. Ouais. Mais j'ai le premier. Pour vrai? Le premier Mountain Bike Action. Oh, faut que tu nous envoies une photo. Ouais. Moi, j'avais les Fat Tire Flyers, tu te souviens de ça? Oui. Ouais, j'ai toute la collection des Fat Tire Flyers. J'ai les hors-route aussi que vous aviez créé avec la QVM. Oui, on avait un petit journal interne pour les membres. Là. Ouais. Ça s'appelait le journal hors-route. C'était tous les potins là, du circuit, là, puis les résultats, puis les nouveautés, puis ce qu'on annonçait pour les années futures. Puis, fait que c'était quand même... C'était le petit frère de Fat Tire Flyer. Oui, on produisait ça. Vraiment, là, le graphisme de ça, là, c'était fait manuellement. Là, OK. Il y a bien des affaires qui étaient faites manuelles. Le chrono était manuel, le graphisme était manuel. T'sais, on n'avait pas grand-chose pour opérer. Là. Nos ordinateurs, c'était archaïque. L'imprimerie, j'allais faire des T-shirts avec Serge Brunel, dans un centre de copie à Québec. Fred Mona aussi a fait des T-shirts pour les courses ici longtemps. Ouais. On imprimait ça le soir. On revendait le lendemain. Mais tu sais, dans mon entreprise, Gestev était une époque où ça roulait. Là. On faisait des gros événements avec Red Bull puis tout ça. Puis des fois, j'avais des meetings avec mes employés. Puis tu sais, j'étais pas là pour leur faire la morale sur la manière qu'on faisait les affaires dans les années 80. Là. Mais tu sais, il fallait quand même que je leur explique qu'on a déjà fait un championnat du monde avec côté informatique, c'était quasi nul. Mm-hmm. Côté cellulaire, ça n'avait rien à voir. Là. Je veux dire, on communiquait pas avec l'Europe, là, puis on communiquait pas avec rien. Ben puis non. toutes les inscriptions rentraient par fax. Puis il fallait les retaper. Tu sais, je veux dire, ça rentre par fax. Ben là, les Japonais qui n'étaient pas capables de lire ce qu'ils avaient écrit, ben là, on les appelait. Pouvez-vous le retourner? On peut-tu comprendre ce que vous écrivez? Puis là, ils retournaient ça rentrait. Puis là, après ça, il fallait tout rentrer. Chance d'erreur grandiose, tu sais, de frappe, de n'importe quoi. Il fallait construire ça. Puis des fois, j'expliquais ça à mes employés juste pour les ramener dans... Tu sais, aujourd'hui, on est peut-être pas performant à 100 000 à l'heure, là, tu sais, avec tout ce qu'on avait au moment où je leur parlais. Tu sais, l'avoir le haut rendement de Internet et puis... la technologie aujourd'hui, etc. Tu sais, je disais, on est défaillant des fois à des places, mais tu sais, on a déjà fait des choses grandioses avec rien. Fait que, tu sais, on va se débrouiller. On va être capable d'y arriver. Tu sais, il faut juste être créatif à travers nos petits défis. Mais ils ne croyaient pas là, que ce que je racontais, c'était comme d'obscur. Là, tu sais. Ben oui. Tu rentrais des inscriptions par fax, tu les retapais. Qu'est-ce que vous faisiez du restant de votre temps? Ben, on faisait ça, tu sais, on faisait ça, puis le restant, on le faisait on top. Tu sais, c'était... Tu as parlé de Missy Jovi tantôt, puis on s'est rappelé qu'il y avait déjà eu un Four Cross au centre de ski, le Relais, dans les années 2000. Oui, c'est nous autres. C'est ça, ouais. hein? J'ai cherché de l'info sur Internet là-dessus, j'ai absolument rien trouvé, mais j'ai encore une affiche de ça. C'était quoi cet événement-là? C'était avec la Coupe Toyota. Du Monde? Okay. C'était Toyota lançait le RAV. C'était un projet vraiment comme le RAV, là, le premier RAV 4 d'aujourd'hui. Bon. Ouais. Ben, il était là dans le bas de la piste avec une toile par-dessus, il le dévoilait, il le montrait, puis il le rebrillait. Puis c'était Toyota de Toronto, Toronto, qui nous avait engagés juste avant le championnat du monde, en 98. Je m'en rappelle, moi, c'est dans les débuts. On avait fait un 4 cross. Mais... Ben ça, c'était le premier 4 cross qu'on avait organisé, parce qu'on leur avait proposé plusieurs formules. Puis moi, j'essayais de rentrer le 4 cross au championnat du monde en 98. La Fédération internationale n'a jamais voulu, fait qu'on a fait un duel. Mm-hmm. Mais ils n'ont jamais voulu parce que les règlements n'existaient pas. Je voulais juste le faire en termes de démo. Ils n'ont pas voulu, fait qu'on a fait un duel. Mais une semaine avant, on a fait le 4 cross au Relais. Dans une piste qu'on a développée pour ça. Oui, exact. Nous autres, c'était comme... en tout cas, moi, c'était dans les premières années que je commençais à triper là-dessus. C'est bon que tu le soulignes, ça.
Oh oui, moi je me rappelle. On vient de voir ce Stoneham, là-bas, ouais. j'étais comme oh my god, tu sais. On a toujours habité dans ce coin-là, puis j'ai le souvenir parfait de cette soirée-là. On avait où amené des c'est bons comme- coureurs. Hein. Oh oui. C'est comme irréel de voir ces gens-là au relais, puis tu sais, dans ma tête, Oui. on dirait que. Il y a même un moment, je me suis dit, j'ai-tu rêvé à ça, là, tu Il y sais? avait Pete, Gracia, Miss Ah oui. Julie, il y avait, Ah oui. je me rappelle. Puis, Hey, On les avait amenés parce qu'ils étaient là pour les championnats. Fait que, on avait profité de l'occasion. C'était synchronisé avec le groupe de Toyota. wow. Puis il y a un moment donné, une autre histoire, tu sais, en Chine. Je dis tantôt, on a travaillé en Chine, à Pékin, mais c'est un contact, là, tu sais, à travers le temps. Un gars, tu sais, qui est à Hong Kong, qui travaille pour China Bicycle Corporation, le plus gros fabricant de vélos au monde, là, qui, lui, est à Hong Kong, puis on est en 93 quand on en parle. Puis lui, il dit, il faut que les Chinois soient aux Olympiques en 96 à Atlanta. Tu sais, Puis pour notre entreprise, tu sais, il faudrait que, tu sais, pour l'industrie du vélo en Chine, du vélo de montagne, il faudrait que les Chinois soient là-bas. Puis il m'appelle, puis il me dit, on a pensé à vous autres pour venir organiser une course, une course sur invitation à Pékin. Puis on va inviter le ministre du Sport chinois, puis on va faire une petite mission charme. Fait que j'ai dit OK. Fait que j'ai embarqué dans le projet. Fait qu'on a conçu un parcours en plein centre-ville de Pékin. On a invité le ministre du Sport. On a tenu l'événement. Là, on invitait sur le bras là, les meilleurs athlètes, les meilleurs journalistes. Puis on les rentrait dans un hôtel Shangri-La à Pékin. Puis on a tenu l'événement. Le ministre a eu bien du fun. Il était avec son monde. Son petit col Mao, ses petites pantoufles. Puis il a décidé de déclarer que la Chine allait être à Atlanta 2-3 jours après puis qu'elle allait avoir une équipe. Mais les Chinois font pas... Trouve une autre question pour Pat. Ouais, vas-y. Les Chinois font pas... les Chinois font pas les choses n'importe comment. Quand ils décident d'une affaire comme ça, là, après ça, les athlètes qui vont participer sont sélectionnés. Puis sont rentrés dans un endroit d'entraînement, puis ils vont être là pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à temps que l'événement a lieu. C'est des athlètes repérés dans les régions par rapport à la physionomie, puis qu'est-ce que le sport devrait être. Puis Christy, ils ont gagné des Coupes du monde chez les femmes dans les années suivantes. Ils sont venus ici sur le podium au Mont-Sainte-Anne, j'en revenais pas 2-3 ans après, là, après les Olympiques, là, les femmes étaient sur le podium. Ça a commencé comme ça, là. Oh, ouais. Puis, mais ça, c'est des relations, tu sais. Un mec qui est en Hong Kong, un Britannique qui est à Hong Kong, qui travaille dans le vélo, qu'on a rencontré ici et là, qu'on a fait la fête ensemble. Il y a eu cette idée-là de Mission Charme, puis il nous a appelés pour qu'on aille le faire, qu'on livre. Quand même cool, là. C'est J'espère. capoté. Fait que t'avais-tu un lien, puis ça sera peut-être... après ça, on parlera un peu d'aujourd'hui, tu sais, où est-ce que t'en es, mais t'avais-tu un lien avec les premiers Olympiques en vélo de montagne en 96? Oui, parce que tout le travail qu'on a fait était fait en fonction de rentrer le sport aux Olympiques. Puis l'UCI, qui est devenu l'UCI en cours de route, là, devait faire un sacrifice d'une course pour entrer au programme olympique, pour faire de la place pour le vélo de montagne. Donc, ils ont pris un événement de piste, puis ils ont tassé l'événement de piste. Et puis, je pense que c'est ça, ouais, en piste, je crois. Ou, ouais, je pense que c'est un événement de piste qu'ils ont tassé. Puis on a eu la place pour entrer le vélo de montagne à Atlanta. Puis ça, c'est le fruit de... Tu sais, ça prenait des courses internationales, un circuit de Coupe du monde, sport pour hommes et femmes, un nombre de pays inscrits aux Coupes du monde, aux championnats du monde, 30 quelques pays, on l'avait. Fait que, tu sais, on a tout rempli les critères. Fait qu'on était... L'UCA était capable de déposer un dossier au CIO qui a fait que... En 93, on a eu l'annonce qu'on allait être officiellement aux Olympiques de 96. C'est l'année Bart Brengens, Paola Pezzo, en 96. Ouais. Mais Bart Brengens, tu vois, je le croise à toutes les courses. Il est venu ici au Mont-Sainte-Anne, il fait un détour, il va venir me dire salut. C'est cool, là. Ça a l'air de Paola chic, Pezzo, Ouais. ouais. Paola Pezzo, je la vois pas trop souvent. Elle est disparue. Ouais. Je la vois, on la croise pas nulle part. Je sais pas c'est quand la dernière fois que je l'ai vue. On l'a sur des Ça, affiches. c'est ça, j'allais dire, ça, tu dois te rappeler, c'est l'année... Tu peux regarder le magazine avec Paola Pezzo. Mais c'est l'année du décolleté aux Olympiques, ça. Hein, ouais. C'est ça, hein? Ouais. Ben, il y avait la médaille quand elle courait en Coupe du monde aussi.
C'était son trademark, pas mal. Ouais. Elle nous a marqué, ça fait 2 fois en 4 enregistrements qu'on en parle. C'est un peu gênant. Tantôt, tu parlais C'est cool. de trucs que tu allais nous montrer, sans nécessairement aller les chercher, parce que je pense que quand on va diffuser le podcast, on les montrera comme en story, puis en Ouais. truc de même. Juste peut-être nous expliquer c'était quoi tu allais Il y avait 2 choses. J'allais vous chercher l'affiche de la première Coupe du Monde de vélo de montagne, puis j'allais vous montrer une affiche, pas une affiche, mais une photo prise lors d'une de nos sorties de vélo de montagne en hiver. Elle est dans la cuisine. Hein? Elle est dans la cuisine. Et là, On le prendra en photo tantôt, puis on va Ouais. les partager. On C'est, Tu avais eu une permission spéciale de la montagne. ouais, ben, je travaillais à la montagne. Fait que la permission a été facile. Tu sais, on a. Ça, pris c'est les fameux vis à bois dans les pneus. Ouais. Tu sais, on avait, tu sais, je travaillais sur la montagne aux opérations, fait qu'on avait accès aux machineries. Puis dans le temps, ben, les machineries, on avait une machinerie, nous autres, un 350 qu'on appelle. C'était comme un ski doseur avec une gratte en avant, puis une boîte en arrière. Comme un pick-up. Alors, un gros pick-up en C'est ça. arrière. Une grosse Fait qu'en arrière, on a tout. On a rentré des mountain bikes, puis on est monté comme à 5h30, 6h le matin, au sommet de la montagne, fait une run au nord, une run au sud après. T'étais avec nous J'étais autres? là, oui, oui. Run au nord, run au sud. C'est avant que les clients. La dernière run au sud, on était à travers les clients. Mais c'était une piste d'année, fait que c'était le fun. Mais on a fini au travers les clients, puis c'était pas une permission spéciale. On avait juste pris l'initiative de le faire pour tester. C'est tester c'était le fun. Et c'était vraiment le fun. Je peux pas Mais prendre, ça s'est jamais revu. On l'a pas fait. Non, je peux difficilement dire que je m'en vais tester ça aussi aujourd'hui. Là. Je vais monter en haut, faire une descente. Les assurances et tout, aujourd'hui, on dirait que c'est Ben, plus dur. il y a pas eu des courses, à un moment donné, au Québec, à quelque part, dans un centre de ski, l'hiver, dans une Ouais, piste. Stoneham, on l'a il y en a fait. eu. C'est ton âme, hein? Toi, tu Ouais, l'as j'ai fait. fait ça, c'est ton âme, ouais. C'est ça, hein? Genre de slalom. bike cross, ouais. Ah, Slalom OK. sur neige, là, on partait, je sais plus combien, on devait être au moins 4, là, mais... C'est un genre de four cross sur neige là, qu'il y a Ouais. eu là, plusieurs années. Les premiers X Games, Ah. les premiers X Games à Montseno qui ont eu lieu, le comité organisateur, à un moment donné, à ESPN, puis tout ça, ils nous ont appelés pour avoir des photos puis d'athlètes, parce qu'eux autres, ils avaient jamais rien fait de ça, tu sais, puis ils organisaient, puis nous autres, on avait toutes les photos, puis les clichés, puis les trucs d'athlètes, fait qu'on leur a fourni beaucoup de stock. À un moment donné, ça, c'est en début 90, là, si c'est pas même un petit peu avant ça, là. C'est début 90 que les X Games se sont arrêtés à Montseno, puis qu'ils nous ont demandé de leur fournir du matériel. Puis je lance ça parce que c'était quand même pour nous autres intéressant de se faire interpeller parce que eux autres, il manquait de contenu, mais il y avait l'événement. Puis nous autres, mais on aurait peut-être pu faire l'événement, puis il y aurait eu tout ici, mais j'aurais bien aimé ça, déplacer ça au Mont-Sainte-Anne. Ça aurait été oui, le c'est fun. clair, ben oui. Mais c'est des petites anecdotes de même. Mais c'est un petit monde, hein? C'est un petit monde encore aujourd'hui. Je vous parlais de... Tu sais, on parle de connexion avec des athlètes, les organisateurs aussi, c'est un petit monde. Tu sais, le cercle d'organisateurs capables de tenir des Coupes du Monde à travers le monde, ça pleut pas, semble-t-il. Tu sais, il y en a pas... Il n'y a pas des files d'attente là, de monde qui sont capables de faire. Les commissaires, c'est un petit monde Pareil, aussi. oui. Oui. Je pense que tu t'en allais là tantôt, mais... Ouais, mais- Vas-y. Non, mais je pensais là, t'allais, mais je commencerais, tu sais, on terminerait les deux aujourd'hui, ce que vous faites. Parce que, tu sais, on a vraiment parlé. Ah ouais? Puis, tu sais, Jeff, tu sais, c'est quand même pas rien, là, ta galerie. Fait que moi, j'aimerais ça t'entendre 1 ou 2 minutes sur ce que tu fais aujourd'hui avec la galerie. Oui, ben, je dirige une galerie d'art inuit. On vend de la sculpture dans le Vieux-Québec depuis 49 ans. C'est papa qui avait acheté sa première sculpture dans les années 1950, quand les sculptures arrivaient du Grand Nord vers les grandes villes. Ici, on nomme Montréal, où il a acheté sa première œuvre, puis il est tombé en amour avec ça, puis il en a acheté une deuxième, puis maintenant, il en avait plusieurs à la maison, il vivait dans la région de Montréal. Quand on est arrivé à Québec, ben, papa avait différents jobs à Montréal. Il a ouvert son premier magasin, puis il m'a donné, ben, on a eu à un point, puis Patrice s'en rappelle, on avait 3 galeries dans le Vieux-Québec que je gérais les différents artistes, donc les achats et... Tout d'art inuit. Oui, uniquement de la sculpture inuit uniquement, parce qu'ils font du dessin, on fait de la juste la poterie, sculpture. on fait de la gravure. Fait que uniquement sculpture, puis on est spécialisé depuis
plus de 40 ans dans le domaine. Donc, fait de la vente nationale, internationale. Tout provient uniquement de l'Arctique canadien, uniquement des Inuits canadiens. Donc, puis le nom, parce que... C'est la Galerie d'art Inuit Brousseau. Donc, c'est mon nom, c'était le nom de papa. C'était le nom de son papa. C'est 3 générations? Non, son papa a eu des commerces il y a très longtemps. Puis papa a eu ce commerce-là où on s'est associés ensemble il y a une trentaine d'années. Malheureusement, il est parti il y a 2 ans. Il allait se reposer, il en a trop fait. Donc, c'est la 2e génération. Ouais. Puis la 3e génération ne veut pas reprendre. Alors, on verra bien ce qui se passe avec tout ça. Ah oui, t'es encore jeune. T'as le temps d'y penser. Merci de nous avoir invités. Merci. Oui. Puis, Patrice, on est chez toi aujourd'hui à Berge et Campagne. Oui. Ouais, projet de retraite. Projet de retraite qui est arrivé quand même assez étrangement. J'ai pris ma retraite de Gestev. Retraite veut dire, je me retire d'un lieu, d'un endroit, d'une profession pour regarder d'autres choses. Alors, et je me suis retiré de Gestev en 2019, au printemps. Puis, après la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines d'Abraham, en même temps qu'Alex Harvey, il m'a inspiré. Il a pris sa retraite, j'ai pris la mienne. Fait qu'on a pris notre retraite en même temps. Et puis, j'ai bien fini ça, je trouve, avec le ski de fond sur les plaines en 2019. C'était extraordinaire. Pour si vous avez... on était plusieurs. C'était quelque chose. C'était l'événement qui m'a surpris le plus. Ça. C'était le surpris en termes de popularité, d'impact, puis de ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham. C'était quand même quelque chose. On avait un niveau d'émotion, puis un niveau il y avait quelque chose qui se passait sur les plaines, sur cet événement-là. Puis, fait que j'ai décidé de prendre ma retraite là. Puis, quand je me suis retiré chez moi, à prendre un peu de temps pour apprécier, puis relaxer, puis réfléchir, puis là, j'ai eu quand même des offres de mandat. Donc, j'ai fait quelques mandats. J'ai travaillé pour la Ville de Québec. Entre-temps, ça, c'était pendant COVID. Mais COVID est arrivé. Puis ma conjointe qui travaillait pour Gestev, puis qui avait sa compagnie aussi, sa société de commandite, donc elle était spécialisée dans la commandite sportive d'événements majeurs, national, international. Donc elle, Lisa était dans ce domaine-là, mais quand le COVID est arrivé, ben moi, j'étais retiré. J'avais des mandats qui ne m'empêchaient pas de les avoir, même si COVID est arrivé, mais elle, son métier, du jour au lendemain, tombait à 0. 0, 0, 0. Il n'y a plus rien à faire. L'événementiel au complet était à terre. Donc, Lisa, pendant une période de temps, elle a embarqué avec moi dans le mode on prend ça cool, je viens d'arrêter, forcément t'arrêtes, on va penser, on va regarder, on va faire nos affaires, tu sais, puis on verra. Puis à un moment donné, c'est correct, on a fait le tour de la question un an plus tard. COVID est encore là, l'événementiel ne se relevait pas. Donc, on a commencé à regarder, mais j'ai dit, bon, mais je cherchais quelque chose dans le village, ici à Saint-Fériol, faire quelque chose pour dynamiser le village, puis les options étaient pas nombreuses. Puis, je savais pas que l'auberge ici, l'édifice était à vendre. Alors, c'est mon ex-associé en business qui est dans l'immobilier maintenant, Chantal, qui m'a dit, « Hey, Pat, tu cherches au village, mais l'auberge est à vendre. » L'auberge est à vendre. Je dis, ah ouais, OK. Bon, là, je me suis intéressé à ça avec Lisa, puis on a regardé, puis on a dit, hey, ça serait peut-être un autre genre de carrière à faire ensemble. Fait que c'est comme ça qu'on a créé, on a acheté en octobre 2021, puis on a ouvert, il y a 2 ans exactement, l'auberge. Fait que c'est notre nouvelle vie. On tient une auberge, on a un petit bar, apéro. On s'implique avec... moi, je suis dans la Fondation L'Aube-Rivière, au conseil d'administration. Lisa, elle aide beaucoup la Coupe du monde ici. J'aide aussi la Coupe du monde à avoir lieu, puis à donner des conseils, puis à essayer de guider comme on peut, quand ils veulent, quand ils sont prêts, quand ils ont besoin. On est toujours disponible. Et puis, on fait notre chemin comme ça, là, actuellement. Alors, c'est vraiment cool, puis ça donne plus le temps de faire d'autres activités aussi, puis rouler plus en vélo, faire un peu de ski de fond, faire du ski. Et j'ai un petit garçon de 10 ans. Donc... mon fils, Alissa et moi, et j'ai une petite fille, de ma fille. Alors, je suis grand-père en même temps récemment, puis j'ai aussi mon petit gars de 10 ans qui fait du ski de fond
à la planche, là, puis du snowboard, puis du vélo, puis du basket, puis toutes sortes d'affaires. Fait que ça nous occupe pas mal. Fait que c'est ça la nouvelle vie. Wow. Mais Ici à ça, Auberge des Campagnes. depuis que je te connais, puis là, tu m'expliques l'auberge ici, puis c'est vrai que ça te ressemble, parce que tu aimes faire venir les gens, tu es sociable, puis tu aimes organiser les choses, puis c'est ce que vous faites ici, la bouffe, les chambres. Oui, ben notre auberge, en fait, tu fais bien de le mentionner, Jeff, merci. C'est une auberge avec 9 chambres, mais on s'était promis de ne pas devenir restaurateur. Donc, on fait venir des chefs. Alors, on a des chefs qui viennent ici en cuisine puis qui préparent nos plats, puis qu'on peut servir en apéro. Donc, c'est tout sous vide, congelé. Puis, il y a des chefs qui viennent faire des performances ici dans des soirées thématiques, des repas évolutifs, donc plusieurs services avec accord vin, tout ça. Donc, les Faux Bergers bientôt. Il y avait Tori, qui a une buvette japonaise à Québec, qui sont ici assez régulièrement. Les produits locaux. Les produits locaux. Nous, on produit beaucoup de produits qu'on sert ici dans les petits déjeuners. Donc, le porc, les crotons, les bacon, tout ce qu'on fait, on le fait à la ferme, chez nous. Puis, le miel. Puis, on achète localement le plus possible. Fait qu'on fait des petits déjeuners extraordinaires. Puis, ça, c'est Lisa, là, qui est derrière tout ça. Là. Elle a l'esprit créatif, tout ça. Puis moi, je m'occupe du bar, souvent. C'est moi qui est au bar, qui accueille le monde. Puis... on a les apéros jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est plein de locaux qui viennent le jeudi. C'est la place que les gens se rassemblent le jeudi. Puis ça vient jaser de vélo, de ski, de toutes sortes d'affaires. Puis ils se mélangent aux gens de l'auberge qui viennent d'ailleurs. Puis on parlait tantôt, tu sais, de connexions importantes. Là. Je vois des affaires aussi qui se passent des fois, tu sais, de monde qui... Ah, je m'en vais en ski hors piste demain. Ah ouais, tu y vas. Regarde, je vais t'amener à la meilleure place. Ça part ensemble. En vélo, la même chose. Alors, puis il y a des circuits de route, puis des trucs qui se discutent ici, c'est vraiment le fun. On sort la carte des fois, puis on regarde la carte, puis on explique des trucs. Alors moi, j'adore ça. Puis ma conjointe est exceptionnellement bonne dans ce qu'elle fait. Fait que on fait bonne équipe ensemble. Ça, c'est un autre épisode de vie. Alors, c'est fort intéressant, c'est tout nouveau. Puis j'aime accueillir, puis avoir du fun avec le monde, rassembler le monde, puis c'est ce que on compte faire pour quelques années encore. Beau projet, en tout cas. Je vais venir faire un tour, c'est sûr. Puis aller rouler à E47 une fois de temps en temps, là. Fais-nous signe si tu passes. Je vais te guider, tu viendras. Oui. L'hiver comme été. On invitera Louis Boissineau. Il est souvent là, je le croise souvent. Ouais, on fait même tracer par Rourke, là. Il m'appelle l'autre jour, tu sais... allez-vous tracer vers Verbon, le petit chemin? Là, c'est il y a son entrée spéciale pour rentrer de son côté. Il va rentrer dans les sentiers. Là. Y a-tu encore sa petite motoneige, son petit truc? Non, il y a tout vendu. Il y a tout vendu. Hein. Non, c'est ça. On a des bien meilleurs équipements à cette heure. Ben oui. On fera un autre podcast sur le FatMac. Ah ouais, sûrement. Il faut faire ça. Bien sûr. OK. Ben merci. C'était terriblement intéressant. Oui. Pour vrai, là. J'en prendrai encore et encore. Ouais. Ben longue vie à votre podcast, les garçons. Oui. On va voir aux semaines. Merci, Jeff. C'est le début. C'est à toi. Une heureuse rencontre. Ah ça fait du bien. Toujours le fun de se revoir. Toujours du plaisir à te rencontrer. Puis vous, faire votre connaissance, c'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci mille fois.